Oui, bonjour à tous. Bienvenue donc à cette journée des légumes organisée par l'UNILET et qui sera, comme vous le savez, consacrée à la RSE. Je suis Benoît Julien, journaliste consultant à l'agence ICAL. Bienvenue également à ceux qui nous suivent par Internet. Naturellement, ils peuvent intervenir à tout moment sur le chat et nous ferons fort de nous faire l'écho de leur intervention ou de leurs questions. Très rapidement, le déroulé de cette matinée sera constitué de deux parties. Une première partie consacrée à l'UNILET et à la démarche RSE que l'UNILET est en train de, de démarrer avec son président et ses vice-présidents. Et puis une seconde partie sera consacrée à la présentation de démarches RSE déjà engagées par d'autres filières, très clairement le jambon de Bayonne, la nutrition animale, le lait et les produits laitiers et la viande. Et donc, nous pourrons nous confronter la démarche initiée par UNILET et ces démarches déjà plus engagées. Mais pour commencer, donc, la première partie consacrée à l'UNILET. Et pour cela, j'ai à ma gauche donc Olivier Morel, président de l'UNILET, et à ma droite, Jean-Claude Oran, président du CENALDI et vice-président de l'UNILET, et Cyril Auguste, président du groupe Légumes de la FIAC et également vice-président de l'UNILET. Pour commencer, je passe la parole donc à Olivier Morel pour présenter cette journée et puis surtout nous expliquer où en est la démarche RSE de l'UNILET. À vous. Benoît, merci pour cette introduction. Tout d'abord, bienvenue à tout le monde. Ça fait plaisir de vous retrouver ou de vous trouver, puisque ça fait, en ce qui me concerne, la première réunion physique UNILET qu'on peut faire depuis un certain temps. Et alors c'est une petite boutade, mais pour illustrer qu'on vit quand même dans un monde un peu étrange, c'est qu'on s'est forcément rencontrés hier avec Cyril et Jean-Claude pour préparer cette journée, et ils sont aperçus tous les deux que c'était la première fois qu'ils se rencontraient en physique, qu'ils ne se connaissaient pas auparavant. Donc on vit vraiment des époques intéressantes. En tout cas, voilà. Donc on est vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On a pas mal d'actualités à partager avec vous. Il y a vous savez, on a de gros enjeux au niveau de la filière et de grosses ambitions pour la filière et qu'on va partager avec vous. Et on faisait, avant ce matin, on a fait un galop d'essai avec un certain nombre de journalistes pour illustrer notre démarche. Et je peux vous dire que il y a une prise de conscience des défis qui sont les nôtres et surtout du côté résilient de notre filière. Maintenant, on verra ce qui en ressortira. Mais en tout cas, notre filière suscite beaucoup d'intérêt de la part de différentes parties. À ce propos, je voudrais remercier pour leur présence aujourd'hui Ludovic Spengler, qui nous fait le plaisir de représenter le ministre de l'Agriculture directement. Donc, Ludovic est DGPE pour la performance économique et environnementale des entreprises. Merci pour votre présence, c'est très important. Et également Marie-Agnès Auberti de France Agrimaire, qui nous fait également le plaisir et l'honneur de participer à notre journée, qui s'occupe des filières sur notamment la compétitivité des filières. On a eu l'occasion de travailler sur certains ateliers justement pour voir quels sont les leviers de compétitivité de la filière légumes transformés en France. Alors, on a un timing qui est très serré, donc Benoît, je vous demanderai d'être le gardien du temple, parce qu'on est des gens passionnés, on a beaucoup de choses à dire, on ne s'est pas vu depuis longtemps, donc on va essayer de faire tenir un petit peu tout dans le laps de temps qu'on s'est fixé, de manière à garder, c'est ça le plus important, ce qui nous concerne, de garder du temps pour des échanges à la suite des différentes présentations ou des différentes interventions, puisque, comme le disait Benoît, on souhaite aussi ouvrir, voir un petit peu ce qui se fait dans d'autres filières. Il y a des bonnes idées à prendre en notre sein, mais également au sein de d'autres filières. Donc merci beaucoup pour votre présence et vos inputs, comme on dit, en bon français. Alors, le thème, on va aller directement sur ce que nous avons présenté, nous avons déjà présenté lors d'une conférence de presse organisée avec la DEPAL au mois de juin. On est sur une équation économique compliquée. Quand on regarde la courbe des prix corrigée de l'inflation, sur les 20 dernières années, on voit que l'inflation, c'est 24,7%. Et ça, c'est arrêté au mois de 2020. Donc on sait très bien que les courbes inflationnistes aujourd'hui sont complètement folles. Et quand on met en parallèle le prix de sortie usine des légumes surgelés qui ont fait moins 4%, donc ça veut dire que corrigé de l'inflation,
les prix de vente industrielle de légumes surgelés, c'est moins 26% sur les 20 dernières années. On est en base 100 en 2010. Donc vous voyez qu'on est sur des équations économiques assez compliquées. Et sur les produits, les légumes en conserve, donc même si la courbe n'est pas aussi brutale que sur le légume surgelé, on est également sur une tendance déflationniste. Donc tout ça pourquoi? Et on voulait le mettre en préambule. On parle aujourd'hui, on est tous convaincus, la montée en puissance, la montée en gamme, tous les efforts qui sont faits, et Jean-Claude a longuement insisté, et on reparlera tout à l'heure, mais qu'à un moment, quand on parle de répartition de la valeur ajoutée, avant de la répartir, la valeur ajoutée, il faut la créer. Et c'est pour ça qu'on insiste sur ce point, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu de notre filière, qui est vertueuse, on le verra tout à l'heure, c'est vraiment la création de la valeur ajoutée pour pouvoir ensuite la répartir entre les différents acteurs. Alors, on n'est pas non plus dans une logique de taper en disant la distribution nous étrangle. La distribution capte toute la valeur ajoutée créée par notre filière, puisque on fait aussi le constat de manière très factuelle que nous sommes plutôt la victime collatérale de la guerre des prix à laquelle se livre la grande distribution. Quand on voit le prix de vente des légumes surgelés sur 10 ans, si on est passé de 2,10 € à 1,85 €, donc il y a vraiment une baisse faciale des prix de vente consommateurs. Et c'est pareil sur l'activité légumes apertisés. Donc c'est une équation perdante. Parce que si on avait mis en parallèle, on ne l'a pas fait ici, mais vous savez très bien qu'en période pré-Covid, on était plutôt sur une lente érosion des ventes sur les deux catégories, surgelés et apertisés. Donc baisse des prix avec baisse des volumes de consommation, donc on était clairement sur une équation qui est perdante à tous les niveaux. Donc ça, c'est en préambule, il faut bien qu'on ait présent à l'esprit cet aspect de l'équation économique. Alors, une fois qu'on a dit ça, et on le sait tous, c'est que si notre filière a quand même réussi à traverser ou à pallier à tous ces aléas économiques, c'est parce que elle est résiliente. Elle est résiliente à deux niveaux. Sur l'amont, c'est qu'il y a eu des énormes efforts de productivité, de rendement hectare qui ont été faits, qui ont permis quelque part de juguler les pressions déflationnistes au niveau des prix. Mais on voit sur la courbe, notamment sur la courbe des poids, c'est qu'à un moment, on arrive à un palier et qu'aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, que Jean-Claude évoquera un petit peu plus tard, on a atteint un palier, on est plutôt même sur aujourd'hui une baisse des rendements hectares sur les pois et sur les haricots. Donc quelque part, il n'y a plus de levier de productivité sur l'amont. Sur l'aval, de la même façon, les industriels ont rationalisé le parc industriel, puisqu'on est passé de 38 sites industriels en 2002 à aujourd'hui 23 sites répartis sur tout le territoire, ce qui, comme on le sait tous, met des tensions quand on est en campagne, avec, pour absorber les aléas climatiques, les capacités industrielles sont taillées au plus serré pour répondre à la demande du marché, ce qui fait que quand on a des aléas climatiques, on n'a plus le réservoir volumétrique qu'on pouvait peut-être avoir par le passé. Donc tout ça met notre filière clairement sous tension. Ça allié au fait qu'on a aujourd'hui, et Arnaud, je te prête, excuse-moi, qu'on est aussi dans un contexte de mutation. Alors on parle de révolution agricole, mais en tout cas de mutation d'un modèle, et on sait très bien tous ici quelles sont les demandes du marché, mais qu'on ne peut pas muter d'un modèle agronomique qui date de plusieurs années par rapport aux injonctions sociétales qui sont très fortes. Mais il y a une réalité, c'est la réalité du temps économique, c'est la réalité du temps agronomique. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on a un mur devant nous avec 95% des 65 usages d'influence agronomique qui sont menacés dans les 18 à 24 mois. C'est ça, Anne-Sophie, c'est 18 à 24 mois. Donc, c'est pas on a 5 ans pour trouver des substituts à certains produits, c'est qu'à 18-24 mois, il faut qu'on ait trouvé des substituts pour certains produits. Sachant que les demandes d'homologation prennent en moyenne 18 à 24 mois, donc autant dire que nous avons devant nous un mur, clairement, au niveau de nos produits. Donc, et c'est quelque chose qu'on voulait partager, mais de manière factuelle, avec nos représentants de France Agrimaire ou du ministère de l'Agriculture. On n'est pas dans la revendication, c'est juste que de manière factuelle, quand on dit qu'il y a des vrais enjeux et des vrais défis
Voilà, là on est à 95%, de 65 usages, c'est quand même pas neutre. Alors on vit, c'était toujours le dilemme aujourd'hui, qu'est-ce qui relève du conjoncturel, qu'est-ce qui relève du structurel? Bon, vous savez très bien qu'on vit une époque qui est complètement folle, avec des inflations à tous les niveaux, que ce soit sur le transport, que ce soit sur les intrants, sur les engrais, que ce soit sur les céréales, avec un vrai défi aujourd'hui, clairement, c'est de maintenir l'intérêt pour les producteurs engagés sur la filière légumes industrie en France, à rester dans cette filière et ne pas être tenté d'aller sur d'autres cultures. Donc très clairement, aujourd'hui, il y a un risque. En 2020, pardon, les industriels n'ont pas trouvé tous les surfaces, tous les volumes dont ils avaient besoin pour alimenter les marchés. 2022, on sait qu'il y aura également des tensions pour saturer nos outils industriels et de facto alimenter les marchés derrière. Donc ça, c'est une chose avec laquelle nous devons composer aujourd'hui, qui est un vrai risque. Alors, en parallèle, pour l'amont, pour les transformateurs, on fait face à des inflations absolument folles, inédites, auxquelles on n'a jamais fait face. Quand on regarde sur le surgelé, 25% d'augmentation pour les emballages plastiques. Que dire des prix de l'acier, plus 75% depuis le début de l'année. Quand on connaît la place de l'emballage dans le coût de revient des produits, des légumes apertisés, ça fait quand même un peu peur. Mais c'est une réalité. Donc on va devoir s'adapter. Et je fais fi des augmentations du coût de l'énergie. Et encore, on ne l'a pas mentionné ici non plus, la difficulté à recruter pour saturer nos usines et les inflations également que nous allons avoir sur les coûts de main-d'œuvre, quand on sait déjà que le SMIC a pris 2,2% récemment. Donc, on a quand même tout un tas d'indicateurs aujourd'hui qui sont orientés, pas dans le bon sens. Et Olivier, votre temps est en déflation, lui, par contre. Ah, je m'en doutais. Donc, tout ça pour dire que par rapport à ces défis, on souhaite s'engager et absolument maintenir le dialogue avec les différentes parties prenantes, avec les pouvoirs publics, avec les ONG. On sent qu'on est à la croisée des chemins. Et pour cette raison, on a décidé, dans le prolongement de la conférence de presse qu'on avait fait au niveau de l'UNILET en janvier, de maintenir ou d'avoir un dialogue peut-être un peu plus direct avec les différentes parties prenantes. Donc on s'est adossé avec un cabinet pour travailler sur comprendre déjà notre écosystème et puis voir quels sont les leviers sur lesquels on va devoir travailler en tant que filière pour adresser les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc tous les défis, c'est toutes les parties prenantes autour de nous, ce client, consommateur. Si tu peux revenir Arnaud, je sais que j'ai un petit peu de déficit de temps, mais tu ne m'auras pas comme ça. Donc les enjeux, voilà, donc tout ce que on voit aujourd'hui par rapport aux attentes des consommateurs, des attentes des ONG. Voilà, on ne peut pas le nier. Parfois c'est fondé, parfois c'est moins fondé, mais en tout cas la perception est la réalité, donc il va falloir qu'on joue avec ça. Les consommateurs avec lesquels également nous allons, les écosystèmes avec lesquels nous allons devoir composer, tout ce qui est institut expert, les investisseurs, on le sait, les pouvoirs publics et les ONG. Donc on doit aujourd'hui maintenir un dialogue et prendre des engagements réciproques avec, selon nous, tous ces écosystèmes. Alors, tout ça pour dire, je vais essayer de gagner du temps, donc on a une conviction aujourd'hui, c'est qu'il y a des défis qui relèvent du collectif, même si autour de cette table, il y a des sociétés qui sont concurrentes, et nous sommes tout à fait au fait sur le respect du droit de la concurrence, y compris au sein des interprofessions. Mais néanmoins, il y a des thématiques qui nous semblent relever du collectif. Et c'est ce qu'on s'est astreint à faire sur les derniers mois pour définir qu'est-ce qui relève de la stratégie de chaque entreprise, qu'est-ce qui relève de la stratégie de l'UNILET. Donc tout ce qui a trait à la R&D, transition multiple, technique, là on se dit que l'UNILET a son rôle à faire, la filière a tout son rôle à jouer justement pour accompagner cette mutation du modèle économique, ou du modèle en tout cas agronomique. Donc pour cette raison, on a décidé de co-construire et d'entrer dans cette démarche de politique de RSE. Alors comment est-ce qu'on s'y est pris pour construire cette dynamique de RSE? Donc on a d'abord établi un diagnostic de filière. C'est ce que nous avons fait donc, durant tout l'été avec les équipes impliquées dans cette démarche.
et qui nous ont amené à identifier les enjeux sur lesquels nous allons travailler dans les prochains mois et sur lesquels nous allons prendre des engagements. Alors les engagements, on ne les a pas pris aujourd'hui, on le verra un petit peu plus tard. On a bien identifié les thématiques et la prochaine étape pour nous consiste à bien définir les thématiques et les engagements chiffrés, l'ambition qu'on mettra derrière chaque thématique de manière à communiquer ensuite avec les différentes parties prenantes. Alors, donc par rapport à ça, donc les enjeux, les 3 sources d'information qu'on a, comment dirais-je, sur lesquelles on s'est appuyé pour aller chercher les critères sur lesquels nous devions travailler dans le cadre de la politique de RSE. Donc c'est déjà, on a regardé en interne ce qui se faisait dans nos différentes entreprises. On a aussi regardé ce qui se faisait chez nos clients distributeurs et puis ce qui se fait dans d'autres interprofessions. Encore une fois, pas besoin de réinventer la roue, il y a des choses qui existent et puis à nous d'aller capter à droite et à gauche ce qui nous semble le plus pertinent par rapport à notre problématique. Et on a aussi forcément voir qu'est-ce qui existe en termes de certification sur le marché français et sur le marché international. Cette étape ayant été faite, donc nous sommes arrivés à ce premier diagnostic de filière sur lequel nous avons identifié quelles sont nos forces et quels sont également nos défis. Donc les forces, on les connaît, et c'est un petit peu le mal français, c'est qu'on a plutôt tendance à se focaliser sur les défis plutôt que les forces. Mais en tout cas, les forces, il ne faut pas non plus les huiler, c'est qu'on a une filière structurée et organisée qui, depuis 45 ans, fonctionne bien sur le modèle de la contractualisation. Hein. Avant même Egalim 2, la contractualisation dans la filière, ça existe. Je me retourne vers les plus anciens, mais ça existe depuis très longtemps. Et les défis, donc comme nous venons de le dire, à voir maintenant, cette partie défis structurels, défis conjoncturels, peu importe, mais force est de constater que tout ce qui est le changement climatique impactera durablement notre mode de fonctionnement, hein, et tout ce qui est la réglementation croissante en France, les normes de plus en plus drastiques, et le décalage qui peut exister parfois entre une réglementation franco-française dans un cadre européen qui pourrait créer des distorsions de concurrence. Bon, ça peut arriver, ouais, mais il faut le savoir. Donc voilà, donc les défis sont clairement identifiés par rapport à la méthode. Et une fois que les défis ont été identifiés, il s'est agi pour nous parce que on ne peut pas tout résoudre du jour au lendemain, de bien cartographier quels sont les enjeux prioritaires pour la filière sur lesquels, encore une fois, nous allons nous engager collectivement avec une communication, avec des engagements chiffrés. Alors comment est-ce qu'on est arrivé à une sélection de 10 enjeux? C'est qu'on est parti d'abord des 30 enjeux qui avaient été sortis du diagnostic et on a cartographié ces 30 enjeux selon 2 axes, l'importance stratégique pour la filière et l'impact réputationnel pour la filière. Et avec cette cartographie, auquel ont participé un certain nombre d'entre nous, on est arrivé donc à une sélection des 10 enjeux prioritaires qui tournent autour de 3 thématiques qui sont l'environnement, le sociétal et la qualité et la nutrition. Avec dans chacune des thématiques, encore une fois, ce sont des thématiques, je pense que ça ne surprendra personne. Voilà. En tout cas, voilà les thématiques sur lesquelles nous allons travailler. Alors, une fois qu'on a fait ça, quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est sur la démarche, c'est qu'on s'est donné rendez-vous, on s'est donné jusqu'au printemps 2022 pour chacune de ces 10 thématiques de définir les enjeux et définir encore une fois les engagements qu'on va prendre et quels sont les indicateurs sur lesquels nous allons nous engager et communiquer de manière régulière auprès des parties prenantes que nous avons identifiées. Donc on s'est donné jusqu'à printemps 2022 avec dans la foulée une mise en place, une implémentation, comme on dit en français, une implémentation justement de cette politique de déploiement de RSE. Et on se donne, on est sur du temps long à l'UNILET, hein, on contractualise depuis 1945, donc se donner jusqu'à 2025 pour déployer la politique RSE, ça nous semble à la fois challenging, mais tout à fait réalisable en tout cas. Donc voilà, j'espère avoir rattrapé mon temps. Pas tout à fait, mais bon, on va s'arranger. Merci Olivier pour cette présentation générale que nous allons essayer de détailler un tout petit peu avec vos vice-présidents. Donc
on voit que la démarche RSE est en cours de déploiement, mais en fait, il y a sans doute déjà des bases pour déployer cette RSE. Est-ce que vous avez des exemples de pratiques déjà mises en place qui peuvent correspondre à une démarche RSE? Alors, Jean-Claude Oran, déjà, je vais vous poser la question côté production. Bien sûr, on n'a pas attendu les bras croisés, on a déjà fait plein de choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution de nos pratiques, elle est permanente et elle a toujours existé. Alors pour répondre aux attentes sociétales, bien entendu, mais aussi pour s'adapter à un contexte économique qui sans cesse ne bouge, pour s'adapter aussi au contexte politique, ne serait-ce que l'aspect réglementation ou réglementaire, pour s'adapter au contexte climatique. Tout le monde aujourd'hui parle du réchauffement climatique et c'est vrai qu'il y a des choses qui bougent, qui changent. Et puis enfin, pour produire mieux et bon, c'est notre souci permanent de produire mieux et bon. Des exemples concrets, nous avons développé la production de légumes bio qui était encore inexistante il y a quelques années. Nous avons aussi de l'utilisation, nous faisons de l'utilisation croissante de produits de biocontrôle. Je citerai par exemple le Contense sur les maladies qu'on appelle le sclérotinia. Un exemple concret, en Bretagne, nous avons constitué un GI2E, les fermes économes en eau, donc, qui a pour objet donc, de faire un focus sur les différentes façons de travailler les sols pour optimiser la réserve utile en eau de nos sols. Et suite à ça, donc, on fait des mesures par sonde capacitive de la réserve en eau du sol pour déclencher une irrigation d'appoint. Donc avec à la clé un tour d'eau. Un tour d'eau, c'est 300 mètres cubes d'eau à l'hectare. Et puis aussi un traitement phytosanitaire en moins. Nous avons aussi sur des essais variétaux de flageolets, donc, où l'Unilette, en partenariat avec des firmes semencières, a mesuré le niveau de résistance au sclérotinia avec pour objectif un traitement phytosanitaire en moins. Nos OP vulgarisent déjà depuis longtemps la mise en place de rotations longues dans nos assolements, avec une diversification de légumes sur une même parcelle, avec toujours un objectif de baisser la pression sanitaire des sols et ainsi de réduire l'application d'un traitement phytosanitaire. Alors moi, ce que je dirais pour résumer tout ça, oui, le temps du tout chimique est révolu et nous avons réduit très significativement, sur tous nos légumes, nous avons réduit très significativement son utilisation. Et nous allons continuer et trouver des solutions alternatives dans les 5 à 10 ans, je n'en doute pas un seul instant. Et la profession agricole a véritablement pris conscience du challenge et des enjeux de cette révolution nécessaire pour les 10 ans à venir. Nous relèverons le défi, soyons-en sûrs. Merci Jean-Claude. Alors Cyril, même question côté transformateur cette fois. Quelles sont les grandes réalisations déjà opérées par les industriels? Ouais, alors, pas que côté transformateur, je dirais, mais il est important de rappeler qu'on ne part pas effectivement de rien, que notre approche de RSE, de filière, alors est-ce qu'on parle de RSE ou de RSF, je ne sais pas, mais en tout cas, elle s'appuie sur des réalisations. Un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sur le savoir, finalement, à travers notre plan de filière, par exemple, par le passé, on a déjà eu des réalisations majeures. Et donc Jean-Claude évoquait... vous avez vu, dans les 10 enjeux majeurs, il y a 3 grandes thématiques. Bien sûr, l'environnement, la nutrition et puis des enjeux plus sociétaux. Donc, on a eu pas mal d'exemples sur les enjeux plutôt environnementaux, nos pratiques culturales. On peut en trouver d'autres. D'un point de vue sociétal, on rappelait tout à l'heure, à titre d'exemple, la contractualisation, ce qui est loin d'être la norme, bien évidemment, sur les filières agroalimentaires, ce qui est bien évidemment la norme dans notre profession, ce qui est l'un des objectifs aussi de cette loi Egalim 2, ça fait partie des acquis aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un gage de sécurité, de stabilité pour l'ensemble de la filière. Et donc, c'est une des pratiques. On pourrait mentionner aussi, on a eu la question dans la conférence de presse tout à l'heure sur l'importance du manger local, du manger français et des attentes de production nationale. Le développement pour aider le consommateur du logo fruits et légumes de France, son utilisation massive sur le marché aujourd'hui pour justement développer un débouché à nos filières nationales, mais aussi informer le consommateur, c'est aussi une démarche de RSE classiquement. Sur l'axe nutrition, alimentation, parce qu'on a un enjeu de production, mais aussi d'impacter l'alimentation effectivement des Français, eh bien,
On a aussi eu par le passé, peut-être à des échelles qu'il faudra amplifier, mais de participer à des campagnes d'information, de sensibilisation. On a développé des outils pour les enseignants, pour sensibiliser les plus jeunes à la consommation des légumes. Donc ce sont ce type d'initiatives que peut-être on a fait de façon peut-être plus intuitive, qu'on souhaite désormais structurer, organiser et planifier dans le cadre de cette RSE. Alors justement, cette RSE, ça va être un outil interprofessionnel. Deux questions en une. Les entreprises du secteur, comme toutes les entreprises agroalimentaires, ont déjà une démarche RSE pour la plupart. Donc pourquoi une démarche interprofessionnelle en plus? Est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que ça risque pas de doublonner? Voire même, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des risques de contradiction entre ces deux démarches? Et en corollaire, quel est l'intérêt pour un adhérent, tout simplement d'une interprofession, que de disposer d'une démarche RSE collective? Jean-Claude. Oui, c'est vrai qu'au premier abord, on s'est posé la question justement de savoir si c'était complémentaire ou pas, est-ce que c'était nécessaire. Et rapidement, nous avons compris que nous sommes une véritable filière et il fallait vraiment que tous les maillons de la filière s'impliquent. Et pour s'impliquer, il faut que tout le monde participe à la construction d'un schéma commun. Donc on a une vraie volonté de fixer nos objectifs et d'être acteurs sur notre avenir. C'est une nécessaire construction d'un socle commun à tous les acteurs de la filière. Nous devons donner aussi une vision commune, producteurs industriels étant étroitement liés. Nous travaillons ensemble depuis tout le temps et toujours, parce que voilà, nos productions, notre filière fait qu'on a besoin de travailler ensemble, on a besoin les uns des autres. De donner aussi une image attrayante de nos métiers et une meilleure visibilité de notre filière. Donc nous sommes une petite filière et c'est vrai que ces 20 dernières années, on ne peut pas dire qu'on a fait de l'excès de communication. Nous étions quasiment pas visibles, il faut l'admettre. Avoir aussi une stratégie commune, c'est indispensable, avec l'instauration de règles éthiques. Et enfin, cette ouverture donc, vers la société, elle nous permettra durablement, d'être audible et surtout d'avoir une transparence et une crédibilité pour notre filière. Alors, justement, je disais, poser autrement la question pour Cyril Auguste. Je parlais des entreprises tout à l'heure, qui, en tout cas les plus importantes, qui ont déjà des démarches RSE. Donc, qu'est-ce que vous attendez, vous, représentant le collège industriel, qu'est-ce que vous attendez, vous, et qu'est-ce que ça va rapporter à la filière que d'avoir une démarche en plus collective? Je vais commencer par la fin. La complémentarité entre les deux approches, celle des entreprises, des acteurs individuels et celle de la filière, elle est pour moi évidente. Tout simplement parce qu'on peut se dire que c'est aujourd'hui un choix, et c'est vrai que c'est un choix volontaire que l'on fait. La vérité, c'est que c'est inéluctable. Dans le mot RSE, la responsabilité, elle est le reflet d'une attente forte de nos consommateurs, de nos parties prenantes, que l'ensemble des acteurs économiques se comportent de façon responsable. Ces attentes, elles ne sont pas individualisées. Elles sont bien à l'égard de l'ensemble des filières ou des acteurs économiques. Donc avoir une réponse collective, c'est pertinent à l'égard de ces attentes, qui sont souvent des enjeux qui dépassent les intérêts individuels, qui dépassent aussi les moyens individuels de chacun des acteurs. Donc pour moi, et pour nous tous en réalité, depuis qu'on a commencé à travailler sur ce projet, ce qu'on attend de cette démarche collective, c'est les bénéfices de la mutualisation. Mutualisation derrière déjà une convergence d'intérêts, une convergence sur les sujets adressés ensemble. On l'a dit, on a une démarche, on a passé en revue un périmètre très très large d'enjeux pour finalement en retenir 10 et on va se concentrer sur ces 10 pour développer nos engagements et plus tard nos plans et leur mise en œuvre. Donc on attend un petit peu comme on a pu le faire à l'Unilet sur des démarches techniques, en mettant en commun des ressources R&D pour adresser des problématiques techniques. On attend de cette mutualisation exactement les mêmes bénéfices pour chacun et l'ensemble des adhérents de l'Unilet, sachant qu'il faut quand même être très très clair quand on parle d'environnement, quand on parle de nutrition, quand on parle d'enjeux sociétaux. Il est évident qu'on ne peut pas dissocier l'amont et l'aval. Et c'est en cela que la démarche d'RSE de filière est bien nécessaire, puisque nous sommes étroitement liés dans cette chaîne et dans cette co-responsabilité. Alors justement, vous parlez beaucoup de mutualisation. Tout à l'heure, Jean-Claude a rappelé, Olivier aussi, d'ailleurs, l'importance de la contractualisation dans votre filière. Les spécificités de votre filière sont-elles un atout
pour mettre en place une démarche RSE? C'est-à-dire, alors vous parliez, il y a la contractualisation, mais il y a peut-être aussi d'autres éléments particuliers de votre filière qui peuvent contribuer à la réalisation d'une politique RSE et à sa concrétisation pratique. Jean-Claude? Oui, bien évidemment, il faut s'appuyer sur ces spécificités. Il faut même se nourrir de l'existant et construire donc à partir de ces fortes spécificités. Donc la contractualisation, on en a parlé, mais on a une contractualisation annuelle qui est en lien avec des volumes potentiels commercialisés. En réalité, nous produisons ce que nous sommes capables de commercialiser. Nous avons aussi des OP pour accompagner tous les producteurs, depuis le débutant jusqu'aux producteurs expérimentés. Donc nous avons un encadrement qui permet d'accompagner l'ensemble des producteurs. Autre point très important, nous avons des cultures qui sont dédiées justement aux légumes transformés, des légumes de plein champ, de saison, pour optimiser donc les coûts de production et garantir l'approvisionnement des outils industriels. Enfin, avec le changement climatique, notez que nos OP sont de plus en plus souvent amenés à gérer le risque culture. Alors le risque culture qui est aussi un risque filière, vous l'avez bien compris, puisque nous sommes étroitement liés. Donc nous accompagnons les producteurs dans leur démarche de sécurisation, l'irrigation notamment étant en partie une des solutions, mais il y a véritablement nécessité à mieux gérer et partager collectivement ce risque filière. Un partenariat producteur-industriel aussi, avec un accompagnement technique dans l'objectif des cahiers des charges, afin de commercialiser des produits irréprochables. Et puis enfin, nous contribuons aussi à la biodiversité des cultures dans nos assolements et nous apportons une part importante de légumineuses dans la rotation. Et ça, ce n'est pas anodin dans une conjoncture inflationniste au regard, par exemple, du prix des engrais que nous connaissons à ce jour. Notamment les engrais azotés. Engrais azotés. Oui, Cyril, côté entreprise, justement, tout cet aspect partenarial que Jean-Claude vient de développer. Pour une entreprise agroalimentaire qui est dans cette filière, ça change quoi dans son mode d'organisation, dans son fonctionnement? Et derrière tout ça, en effet, quelles répercussions ça pourra avoir sur les RSE? La question que vous posiez était aussi de savoir comment, sur quoi on pouvait s'appuyer effectivement pour pouvoir avoir une approche RSE solide derrière. Là, je m'autorise une page de pub quand même. Je pense que la première spécificité et la première force sur laquelle on peut s'appuyer, c'est l'existence même d'une organisation comme l'UNILET, qui depuis 60 ans réunit et crée cette proximité et cette intégration. Peu de filières l'ont et peu de filières ont construit au fil du temps cette intégration avec la confiance, le partenariat et la capacité à travailler ensemble qu'on a développé. Donc ça, sans ça, je pense que quelque objectif qu'on se mette à l'avenir derrière cette ambition RSE, il serait beaucoup plus difficile à atteindre. Donc je pense que l'intégration et tout ce qu'on a déjà réalisé, et vous l'avez vu à travers les premiers exemples, tout ce qu'on a déjà réalisé ensemble donne particulièrement confiance. L'autre point, et c'est très lié, c'est que cette filière elle a été particulièrement proactive, voire avant-gardiste dans le développement de la contractualisation. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais ça n'est pas rien. Sécuriser les débouchés, sécuriser le revenu agricole, sécuriser l'approvisionnement d'une filière industrielle, ça n'est pas rien. Mais on a aussi finalement développé une capacité à travailler en proximité qui est très très forte. Donc au final, pour moi, ça ce sont des acquis très très forts. Et puis l'autre particularité, c'est ce métier de campagne qui donne aussi... Alors on peut trouver que c'est un temps long. Des fois, on me dit que c'est un temps long. C'est vrai que quand on a travaillé dans le frais, on trouve ça très long d'avoir à attendre 1 an pour reproduire. La vérité, c'est que ce sont des sprints annuels. On parle beaucoup de méthode agile, vous savez, de boucle itérative. En fait, on est en méthode agile avant même d'avoir inventé la méthode agile sur ce métier parce que tous les ans, pour préparer chaque campagne, on doit faire progresser et s'adapter. Et je pense qu'on a aussi la capacité, avec ce rythme-là, de faire progresser rapidement en fait, le collectif. Merci Cyril. Jean-Claude, vous vouliez ajouter quelque chose sur l'intérêt pour l'adhérent d'une démarche RSE? Oui. J'aurais voulu compléter justement ce qu'on vient d'échanger sur le fait qu'il y a des intérêts pour les différents maillons de la chaîne, il y a des intérêts de cette démarche RSE. Alors pour faciliter les relations producteurs-industriels et l'élaboration de nouveaux cahiers des charges, avec une finalité, c'est la répartition équitable de la valeur. Mais il y a aussi un intérêt, c'est de faciliter
aussi nos relations avec les pouvoirs publics pour être entendus, mais surtout pour être compris. Nous sommes une petite filière, nous voulons aussi la transition agroécologique, il n'y a aucun souci de ce côté-là, et nous nous engageons dans une transparence sans faille pour que vous puissiez nous comprendre et nous accompagner dans cette mutation. Et enfin, l'autre intérêt, c'est de moderniser notre relation avec la distribution pour là aussi être mieux compris, pour partager ainsi des objectifs communs. Il nous faut répondre de mieux en mieux aux attentes consommateurs et surtout sortir de ce schéma destructeur de valeur et de notre économie. Donc nous devons construire ensemble cette chaîne de valeur équitable entre tous les maillons de la filière. Merci Jean-Claude, merci messieurs. De toute façon, vous restez avec moi pour la suite de cette matinée. Après cette présentation de la démarche RSE de l'univers, donc à date, vous avez bien compris qu'elle est loin d'être terminée, nous allons nous tourner vers d'autres filières qui ont déjà mené des initiatives analogues, en insistant sur leur spécificité. C'est un mot que j'ai déjà cité, que je citerai sans doute encore, car la RSE fait tellement consensus que parfois on peine à distinguer un peu ce qui diffère entre telle démarche et telle autre, au-delà d'engagements généreux et généraux sur des grandes têtes de chapitre, quoi. La décarbonation, l'eau, etc., sans oublier le volet économique. Et donc, pour répondre à ces questions avec d'autres exemples, d'autres filières, 3 filières ont accepté de participer à nos échanges et j'appelle à nous rejoindre Stéphane Radet, donc, qui est directeur général du SNIA, qui regroupe les entreprises de nutrition animale. Je vous en prie, Stéphane, venez ici. Ensuite, Marie-Thérèse Bonneau, qui est présidente de la Fédération nationale des producteurs de lait, productrice de lait. Non ? Ah pardon, eh ben bon, en tout cas, bon, vous êtes membre de la FNPL puisque vous êtes productrice de lait et par ailleurs donc membre du CNIAL évidemment, le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière. Et puis enfin donc Christelle Duchesne, pardon, responsable du pôle et de la commission enjeux sociétaux d'Interbev, l'interprofession des viandes. Alors, Christelle, si vous pouvez peut-être vous mettre ici, sinon on va faire un jeu de chaises musicales dangereux. Voilà, merci beaucoup. Et donc, messieurs, vous pouvez vous rasseoir. Voilà, après cette mise en place un peu difficile, nous allons pouvoir aborder donc cette deuxième partie et nous allons la commencer par une vidéo que nous a envoyée Pierre Arambat, que certains d'entre vous connaissent, je crois, et qui se trouve être par ailleurs président du consortium du jambon de Bayonne. Et donc, comme il ne pouvait pas se joindre à nous, il a fait une vidéo pour nous expliquer en quoi consistait la démarche RSE donc du jambon de Bayonne. Je vous laisse passer la vidéo. Merci. Bonjour à tous. Pierre Arambat, président de l'OP Légumes du groupe Maïsadour. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui, mais Delphine m'a demandé de vous témoigner de notre expérience RSE dans le cadre de la filière jambon de Bayonne, que je préside depuis quelques années. Et je vais essayer de répondre à quelques-unes de vos questions. Notre démarche RSE dans le cadre de la filière Bayonne, nous l'avons entamée déjà en 2017-2018, depuis donc quelques années. Et alors pourquoi ? Parce que nous étions une filière qui subissions un certain nombre de contestations sur nos pratiques d'élevage, sur nos pratiques d'abattage, sur la consommation de viande. Et nous avons décidé collectivement de mettre en route une communication positive et d'arrêter de faire du défensif et donc de construire un projet de durabilité de notre filière qui donne du sens à tous les acteurs de la filière et qui permet à chacun de valoriser toutes ces pratiques dans son métier. Notre originalité, que ce soit dans notre démarche RSE comme dans notre organisation, c'est que nous sommes une filière qui regroupe tous les acteurs de chaque métier, depuis la nutrition animale, en passant par la production, l'abattage des coupes et au final, les transformateurs et les fabricants de jambon. Et donc cette 30 à 40 entreprises se retrouvent tous au sein du consortium du jambon de Bayonne, qui est notre lieu d'échange. Et l'originalité de notre filière, c'est que justement, on a construit une démarche RSE de filière, dans laquelle on a partagé des éléments du référentiel que l'on a choisi, qui s'appuie sur la norme AFNOR, et on l'a partagé entre chaque métier. Parce que souvent, on a tendance à être un peu mieux disant pour les autres et un peu moins pour soi. Là, on s'est mis d'accord sur ce que l'on souhaitait mettre en avant les uns les autres, chacun dans nos métiers, chacun dans notre maillon de la filière. Voilà la principale originalité. Et pour faire ça, on a aussi
labelliser notre organisation, c'est-à-dire le consortium du Géant de Bayonne, qui lui-même détient le label RSE niveau 3, qui nous a permis d'apprendre le métier et d'apporter notre expertise auprès des entreprises de la filière. Au sein de notre filière, les acteurs étaient peu impliqués dans des démarches RSE au sein de leurs entreprises. Et donc en fait, on est parti de zéro. Ça nous a permis collectivement d'aller chercher des compétences, de l'expertise, des financements aussi, pour aider les différentes entreprises à s'engager dans une démarche RSE interne, qui rentre dans le cadre défini au sein de la filière. Voilà ce qu'on a essayé d'apporter. Et aujourd'hui, parmi la trentaine d'entreprises que l'on peut compter de l'amont à l'aval de la filière, il y en a une demi-douzaine déjà qui ont obtenu leur label RSE certifié par l'AFNOR. Et on espère pouvoir poursuivre cet engagement des entreprises dans les prochaines années. Le premier conseil, à mon sens, c'est d'abord de se faire épauler par un spécialiste. Nous avons choisi un consultant qui est Laurent Lévesque de la coopération Nouvelle-Aquitaine. Et je crois qu'il faut d'abord poser les bases de ce que c'est le développement durable, de ce que c'est la RSE. C'est, à mon avis, le premier point. Le deuxième point, c'est s'appuyer sur un référentiel reconnu qui va vous servir de cadre à la construction de votre démarche. Nous, on a décidé de travailler avec l'AFNOR, avec la norme ISO 26000, qui donne le cadre du référentiel sur lequel on a pu construire notre projet. Et puis, le troisième point, à mon sens, c'est partager ces éléments de référentiel. Alors, évidemment, entre l'amont et l'aval, on n'a pas tout à fait les mêmes priorités. Donc, le partager à l'échelle de la filière. Parce qu'on est toujours mieux disant pour les autres et un peu moins pour soi. Et donc, l'objectif, c'est justement ce référentiel, il soit partagé entre l'amont et l'aval et que tout le monde soit d'accord sur les points du développement durable qu'on veut développer et déployer dans le cadre de la filière. Voilà, merci à Pierre Arambat pour cette contribution. Nous allons reprendre un ordre presque logique, enfin un ordre de filière justement, pour examiner les autres exemples qui sont parmi nous. Et donc on va commencer par la nutrition animale avec Stéphane Radet, donc directeur général du SNIA, le syndicat national des industries de l'alimentation animale. Voilà. Et donc avant de lui laisser la parole, une courte vidéo justement pour présenter la démarche RSE du SNIA. En 2020, le SNIA a lancé Response, sa stratégie de responsabilité sociétale sectorielle. Elle s'articule autour de 5 axes stratégiques et de 17 engagements sectoriels. La gouvernance responsable du SNIA, c'est l'adoption d'un comportement responsable dans la conduite du syndicat. La redevabilité, la transparence, le comportement éthique, la reconnaissance des parties prenantes, de la légalité des normes et de l'international sont les fondements. Attractivité des métiers, formation, évolution des rémunérations, prévention des risques en entreprise, égalité professionnelle sont autant d'enjeux travaillés par le SNIA pour les femmes et les hommes de la nutrition animale. Participer à la compétitivité des élevages français est une priorité pour le secteur. Cette performance économique s'appuie sur la dynamique d'innovation et le savoir-faire des fabricants d'aliments pour animaux. Le secteur de la nutrition animale, c'est aussi des pratiques environnementales durables. Et le SNIA est membre actif de la plateforme Duralim. Depuis toujours, le secteur est à l'écoute des attentes des consommateurs et de ses parties prenantes. Il propose des solutions adaptées à chaque schéma de production en veillant à garantir la qualité et la sécurité des produits. Bien nourrir les animaux, c'est mieux nourrir les hommes. Le SNIA a été évalué par l'AFNOR sur le niveau de maturité de sa démarche de responsabilité sociétale sectorielle. Cet exercice a conclu à un niveau de maturité confirmé, récompensant les efforts collectifs déjà engagés. Il reflète bien le dynamisme et la maturité et l'implication du secteur. Très bien, Stéphane Radet,
Alors justement, donc on va revenir un peu en détail sur certains points de cette vidéo. Mais déjà, première question, pourquoi et comment avez-vous entamé cette démarche alors que vous êtes un secteur sans lien direct avec le consommateur, sans marque grand public? Est-ce que c'était finalement pas moins important pour une filière comme la vôtre que de mener une démarche RSE? C'est une très bonne question. Bonjour à tous. D'abord, on a voulu formaliser l'ensemble des engagements du secteur d'activité et de ses réalisations au travers d'une démarche qui est cette démarche RSE, ce qui nous a permis de donner de la cohérence et de rendre plus lisible et plus visible l'ensemble des démarches qui étaient déjà engagées par le secteur d'activité. On est un secteur d'activité où les démarches collectives sont de bonne facture. En tout cas, on est sur un secteur d'activité très volontaire pour avancer sur les différents enjeux. Vous les avez vus, ils sont nombreux. Et donc, pour nous, la démarche RSE était une façon de reprendre une stratégie, de réécrire une stratégie, d'intégrer l'ensemble des démarches dans cette stratégie et de donner une cohérence et une visibilité à cette stratégie. Ça, c'est le premier point. Et puis, le film Jambon de Bayonne est pour moi toujours très éclairant parce que ça a été une démarche qui pour nous a été très intéressante à prendre en exemple. La réalisation de Jambon de Bayonne a pour nous été déterminante dans nos choix pour s'engager, notamment dans l'évaluation de notre démarche RSE. Pourquoi? Parce que vous l'avez dit, le secteur de la nutrition animale est un secteur intermédiaire. On ne s'adresse pas aux consommateurs, nous sommes un bien de production. De notre performance va dépendre la qualité sanitaire des produits, la qualité de notre alimentation, la compétitivité du secteur de l'élevage et de l'agroalimentaire. Et en apportant notre brique RSE sur un secteur d'activité, notre volonté très claire est d'intégrer notre contribution positive aux enjeux de société dans les enjeux de filière et dans les démarches RSE de filières qui sont construites ou en construction. Alors, dans votre démarche, quels sont les points qui, selon vous, la distinguent de façon très particulière en fonction des spécificités de votre filière? Donc, pratiquement, quels sont les axes qui font vraiment la différence, sur lesquels, d'ailleurs, vous avez dû travailler sans doute davantage? Je vais vous décevoir parce que, évidemment, si je devais établir une liste de l'ensemble des actions, ça serait une liste très longue et à l'après-vert. Et je voudrais presque dire, moi j'ai été frappé, merci beaucoup pour votre introduction et pour la démonstration de ce que vous avez déjà fait. Moi je vois une similitude tout à fait percutante entre les différentes démarches RSE, entre celle de l'Unilet par rapport à tout ce que vous avez expliqué, par rapport à ce que nous, on a vécu en construisant notre démarche RSE et par rapport à ce que je vis dans les démarches RSE auxquelles on participe, qui sont des démarches interprofessionnelles, notamment dans les filières céréalières ou dans les filières animales. Donc il y a un vrai parallélisme par rapport aux enjeux des différents secteurs agricoles, issus de la première transformation et de l'agroalimentaire par rapport aux enjeux de la RSE. Moi, c'est ce que je retiens déjà de cette matinée. Alors par rapport à notre secteur d'activité en particulier, on a été confronté à un défi dans les années 2000 sur la sécurité sanitaire qui a été gigantesque. On a été confronté à un autre défi qui est la segmentation, voire la sursegmentation de la filière agricole et agroalimentaire en France. Comment il fallait répondre à l'ensemble des exigences très diverses et variées. Comment maintenir la compétitivité? Parce que la compétitivité au niveau de l'élevage, vous le savez, dans votre secteur d'activité, on peut faire de la montée en gamme, on peut répondre à toutes les attentes, mais on a également une obligation de pouvoir fournir des consommateurs dont le critère d'achat est le prix. Et donc, comment rassembler tous ces enjeux? Ils sont énormes, tout en rassemblant les enjeux de la filière végétale que sont nos fournisseurs, parce qu'on nourrit les animaux avec la filière végétale française, et tout en répondant aux enjeux des filières animales qui sont nombreuses entre toutes les espèces et tous les segments qui existent. Et ce que l'on a voulu faire, c'est rassembler toutes nos actions. Alors concrètement, le sanitaire, on a une démarche qui a maintenant 13 ans qui s'appelle Ocalim, où on a apporté une garantie par la certification des process et des produits sur les produits destinés à l'alimentation des animaux d'élevage, sur la durabilité, avec un enjeu considérable, c'est comment apporter une garantie, la garantie
sur le soja que nous consommons comme n'étant pas à l'origine de la déforestation. C'est un sujet ultra d'actualité. On a mis en place une plateforme qui s'appelle Duralim parce que les solutions, elles ne viennent jamais que d'un seul acteur, mais elles viennent du collectif sur des enjeux sociétaux comme ça. Et donc, on a construit cette démarche RSE en faisant la synthèse de tout ça. Et ça a marché. Alors, à ce stade, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, je dirais, de critères sur lesquels vous avez peut-être déjà atteint vos objectifs, ou en tout cas vous êtes en très très bonne voie, d'autres au contraire, ou sans parler d'échecs, mais enfin, il y aurait des progrès à accomplir. Enfin, il y a forcément des domaines sur lesquels vous êtes moins avancé, ou parce que vous en avez découvert comment dirais-je, l'urgence plus tard, ou qu'elle est arrivée plus tard, tout simplement. Alors, moi, la RSE et l'évaluation, parce qu'on a fait le choix de se faire évaluer par l'AFNOR selon la norme AFNOR, ça nous permettait d'avoir un regard extérieur et de se positionner par une norme. La RSE, ce n'est pas un challenge en soi pour avoir la meilleure note. On a vécu cet exercice et on vit cet exercice comme un guide. Ce n'est pas la norme qui va nous gouverner, c'est on va se positionner par rapport à une norme. Ça, c'est quelque chose qui est très important. On s'était mis un objectif, le niveau 3, les fameuses 2 étoiles. On y est arrivé. On n'avait pas beaucoup de doutes parce qu'on savait qu'on avait énormément de choses à faire valoir dans le cadre d'une démarche RSE. Et je dois le dire, on n'a pas eu une mauvaise surprise. On a quand même eu des surprises. On pensait qu'on allait avoir une note, une évaluation pas terrible sur l'aspect environnemental. Et on s'est aperçu qu'avec tout ce que l'on avait déjà fait, tous les projets qui sont en cours, parce que la démarche RSE est une démarche de progrès, ne l'oublions pas, avec tout ce que nous avions en projet, en programmation, notre note sur les aspects environnementaux était très correcte. Par contre, on a eu plutôt une mauvaise surprise parce qu'on pensait qu'on était très bon sur le domaine social, avec une politique très volontariste sur les risques de prévention, enfin sur la prévention des risques en entreprise, sur les salaires, puisqu'on a une grille qui tient plus que la route, etc. etc. Et là, la note n'était pas si bonne qu'on aurait pu l'attendre. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas les bons indicateurs. Et ça nous a donné à réfléchir par rapport à la façon dont on devait rendre visibles toutes nos démarches, comment on devait les rendre cohérentes. Et surtout, j'insiste bien sur la transversalité de l'ensemble d'une stratégie, parce que dans nos secteurs d'activité, ça a été dit par Jean-Bond Bayonne, on répond et on construit des choses qui sont tout à fait performantes par rapport à des enjeux que je vais appeler spot, parce qu'on nous challenge sur la sécurité sanitaire, sur la qualité, sur la compétitivité. Et on est trop souvent en réaction, et nous n'étions pas capables d'apporter une réponse stratégique transversale qui permette de mettre en équilibre et de façon visible tous les apports, les contributions positives d'un secteur d'activité aux enjeux de société. Et pour moi, c'est ça l'apport de la RSE. Ça nous permet de prendre de la hauteur et d'être très opérationnel sur ce que l'on fait et comment on rend compte. Pour terminer cette petite séquence, juste, pouvez-vous nous dire 2 mots de Duralim qui a été évoqué et dans le film et que vous avez réévoqué? Donc c'est une plateforme et je pense qu'il est, si j'ai bien compris, complémentaire de votre démarche RSE d'une certaine manière. Elle est intégrée dans notre démarche RSE. Duralim, c'est un constat qui date déjà de 2016, donc c'est plus ancien que notre démarche RSE, où on avait déjà une approche méthodologique de la RSE, où les fabricants d'aliments pour animaux sont allés voir ce qu'on appelle aujourd'hui communément les parties prenantes, en disant, pour vous, c'est quoi la durabilité et les enjeux de l'alimentation animale? Et à l'issue de ce vaste tour de table en 2016, alors les consommateurs, les ONG, les éleveurs, l'agroalimentaire, nos fournisseurs, tout le monde ont été consultés, ont joué le jeu. Et puis on a rendu un rapport. Évidemment, on nous a dit qu'il faut apporter une garantie comme quoi nourrir des animaux en France, ce n'est pas du gaspillage alimentaire, ce n'est pas à l'origine de la déforestation, c'est une garantie sanitaire, c'est une garantie de qualité, tous les enjeux que l'on connaît tous dans nos secteurs d'activité. On a rendu un rapport, et puis toutes ces parties prenantes, et là, ce n'est pas le SNIA, c'est toutes les parties prenantes, ont dit qu'il faut qu'on continue. Il faut continuer sur ce dossier. Et là, tous ensemble, ils ont décidé de créer, c'est une plateforme collaborative, qui est une plateforme qui a pour objectif d'apporter les éléments de démonstration et de progrès sur la durabilité des matières premières, toutes matières premières confondues, qui sont destinées à l'alimentation des animaux d'élevage. Et aujourd'hui, c'est, je crois, 80 ou 90 signataires d'une charte, qui n'est pas un référentiel, qui est une charte,
qui œuvrent dans le cadre de la démonstration de la durabilité des matières premières qui sont destinées à l'alimentation animale, avec des réalisations très concrètes sur le soja et la déforestation aujourd'hui, sur la valorisation des coproduits. Et donc c'est bien une démarche de collaboration de tous les acteurs. Et cette durabilité, évidemment, est intégrée dans notre démarche RSE sectorielle. Merci Stéphane, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur certains points encore dans notre discussion, mais on va avancer en passant, si j'ose dire, à vos clients, le lait et la viande, et certains de vos clients. On va commencer par le lait avec Marie-Thérèse Bonneau, donc qui n'est pas présidente de la FNPL, Oui, excusez-moi. mais qui est productrice de lait. Mais avant cela, justement, nous allons passer une vidéo dans le même esprit que celle du SNIA, qui présente rapidement la démarche RSE de la filière laitière qui s'appelle France Terre de lait. Voilà. France Terre de lait, c'est une démarche de filière. La filière laitière aujourd'hui est ouverte auprès des consommateurs, des citoyens, des décideurs publics, des leaders d'opinion. Ensemble pour l'avenir de la production laitière en France. Le premier pilier, c'est l'axe économique et social. Comment on permet aux acteurs de la filière d'être bien rémunérés, de se sentir bien dans leur travail. Du côté des producteurs, leurs exploitations, de pouvoir continuer à exercer leur métier et en vivre dignement. Des industriels qui naturellement veulent continuer à gagner des parts de marché, à être compétitifs. Le deuxième pilier, il est également apparu comme une évidence, c'est la qualité et la sécurité sanitaire. Troisième axe, c'est de produire de manière responsable par rapport à l'environnement et aux animaux. Des enjeux face au réchauffement climatique, face à la biodiversité. Il y a tous les enjeux aussi autour du bien-être animal. Et puis le dernier pilier, toujours contribuer à fournir les meilleurs produits qui intègrent une alimentation variée, plaisir et équilibrée. France Terre de lait, c'est un défi, c'est une réussite, mais c'est pas encore un aboutissement. Et ce qui est très important, il me semble aussi, c'est en transparence de regarder ce qui est abouti et ce qui ne l'est pas. Je crois que France Terre de lait est arrivé au bon moment. Il y avait besoin de retrouver une filière laitière où les gens soient capables de se parler. Pour bâtir un projet, il fallait avoir une ambition commune. Et c'est uniquement parce qu'on sera capable de créer collectivement de la valeur qu'on arrivera à faire en sorte que notre filière soit une filière pérenne et durable. On est vraiment sur une trajectoire dont on ne voit pas encore la fin et je pense qu'on n'imagine pas aujourd'hui ce qu'on pourra faire encore demain. Il faut être toujours dans cet optimisme qui doit permettre justement d'aller encore plus loin. Il faut être fier vraiment de tout ce que nous faisons. J'ai des vaches franchement en pot de colle, curieuses. Et en fait, c'est un plaisir de les voir comme ça, parce qu'on est quand même convaincus de ce qu'on fait, en fait, et on essaye de faire au mieux, quoi. Voilà. Alors, Marie-Thérèse Bonneau, donc, on a compris France Terre de lait et la démarche RSE de la filière laitière. Déjà, dans quel contexte et avec quelle méthode le CNIL a adopté cette démarche? Est-ce qu'il y avait des particularités à l'époque où vous avez fait ça? Et comment y êtes-vous parvenu? En fait, déjà, beaucoup de choses ont été dites dans les interventions précédentes par rapport à ce qui fait le déclic de mettre en œuvre une démarche comme ça. Et dans le cadre de la filière laitière, le contexte, c'était, il y a eu deux moments fondateurs. C'est le fait qu'on était de plus en plus challengé par les parties prenantes et par des ONG sur la responsabilité à l'intérieur de notre filière. Donc ça, c'était plutôt quand on a eu les éléments autour des COP, autour de tous ces éléments-là. Et puis après, il y a eu un élément qui a été vraiment le déclic pour la mise en place. C'est la crise laitière qui a été très très longue entre 2014 et 2016 et qui a, épuisé la relation interprofessionnelle. C'est-à-dire qu'on était sur une période où cette crise, amenant une crise économique pour beaucoup d'acteurs, nous a fait nous poser. Et puis il y a eu aussi le déclic, et il faut le dire, sur le pourquoi on a choisi la méthode RS. C'est à l'issue de cette crise-là, il y a eu les Egalim et le discours de Rungis avec, je dirais, l'injonction de produire un projet de filière. Et quand on a évoqué ce sujet à l'époque
entre les acteurs de la filière, on a identifié qu'on ne pouvait pas faire un projet de filière comme les autres, entre parenthèses, comme tous ceux qu'on avait déjà réalisés. Parce que là, on était face à quelque chose de très important sur le fait qu'on devait aussi aller chercher de la valeur. Ça a été dit par le président tout à l'heure du LINET, c'est-à-dire qu'on ne peut pas résoudre la répartition de la valeur si on ne va pas chercher de la valeur, parce que c'est fondamental, et que pour aller chercher de la valeur, il faut caractériser ce que l'on est. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette méthode RS, pour pouvoir aussi engager tout le monde dans quelque chose et ne pas chercher, je dirais, un coupable à la situation. Parce que quand on pense que le problème vient de l'autre, et parfois c'est le cas, mais quand on lui donne cette visibilité, on ne le met pas en situation d'avancer et de faire ensemble. Donc ça, c'était fondamental. Alors justement, donc cette démarche France Terre de lait a été concrétisée, enfin en tout cas a été écrite. Alors même question. Alors j'ai l'impression en effet que personne veut trop insister sur ces spécificités et préfère parler des points communs. Mais j'y reviens quand même. Non, en tout cas, qu'est-ce qui la distingue? Quels ont été les principaux chantiers sur lesquels vous avez dû travailler? Bon, vous êtes une filière en plus quand même très très large, hein, très importante, donc ça ne devait pas être simple à organiser. Oui, c'est ce qui nous caractérise peut-être. Alors peut-être que d'autres ont la même, mais c'est qu'on a des opérateurs dans chaque partie de la filière qui ont une dimension très différente. Parce qu'on a des leaders mondiaux et puis on a aussi des gens qui sont producteurs, transformateurs, commerçants pour une quantité très modeste de fromage tous les jours. Donc on a tous ces gens à l'intérieur de la même maison. Et donc ça, c'était une première entrée. Et par là, on avait déjà des opérateurs qui étaient engagés, eux, dans leur propre entreprise sur des démarches de RS. Et en fait, ce qui a été aussi très éclairant pour nous, c'est qu'on a eu des demandes importantes, ce qu'on appelle les grands comptes, en disant vous devez nous fournir telle ou telle chose, vous devez rentrer dans tel ou cahier des charges. Et ça, effectivement, j'ai envie de dire, c'est assez... ça huile tout seul dans une grande structure, dans une structure beaucoup plus modeste, ça pose question. Et donc le fait de faire en collectif et de valoriser, je dirais, collectivement ce qui est la filière et laisser, je dirais, l'espace de chaque acteur à pouvoir se caractériser à côté, mais avec un socle qui est commun. Donc ça a vraiment été le point très important. Et puis il y a quelque chose que je voulais évoquer aussi qui me tient à cœur, c'est que quand on se lance dans ce genre de process, il faut être accompagné pour avoir toujours quelqu'un qui poursuit cet objectif. Parce que c'est facile de dériver de la route en disant bah non, on va pas y arriver, ou c'est trop compliqué, ou moi je m'y retrouve pas. C'est facile d'abandonner. Et là, quand on a pris l'engagement d'être accompagné, bah, je dirais c'est un peu la notion du coach sportif, c'est-à-dire quand on a rendez-vous, bah, même si on n'a pas envie, on y va. Donc je pense que ça, je prends cette image, mais je pense que à chacun notre tour, dans chacun des maillons de la filière, ça nous est arrivé de dire finalement on n'y arrivera pas, c'est trop compliqué, on s'est fait un petit coup de pied de l'âne dans la semaine et du coup on n'a pas envie. Enfin bon, il y a tout ça, hein, parce que ça n'augure en rien le fait que ce soit simple. Hein. Et une chose qui est très utile, je pense, et qui nous a rendus tous un peu fiers de l'avoir fait, c'est que le fait de produire des indicateurs objectifs oblige chacun. Et il y a une autre notion très importante, c'est la transparence de ces indicateurs qui parfois ne sont pas atteints. Et on a beau être en niveau 3, aujourd'hui on a des indicateurs qui ne sont pas atteints. Et ça veut dire que le chemin n'est pas terminé et que ça permet aussi de ne pas être dans une situation de réunion interprofessionnelle où on dit oui mais c'est le contexte, oui mais c'est comme ça, oui mais c'est pas moi. Non, là il y a quelque chose de factuel, c'est comme on prend les choses dans l'autre sens, comment on résout cette problématique. Et on ne dit pas le problème c'est les autres. Alors justement, d'ailleurs vous l'évoquez dans la vidéo où on vous voit, il y a des points sur lesquels c'est déjà abouti et d'autres où ça ne l'est pas, vous l'avez évoqué aussi. Je peux exprimer celui sur lequel ça ne l'est pas. Alors voilà, justement, merci de votre honnêteté. Je vais commencer par celui sur lequel c'est allé beaucoup plus vite qu'on ne l'imaginait et d'une façon
ça nous a permis aussi de remplir d'autres objectifs, c'est le fait qu'on a pu très rapidement identifier que par rapport à tout ce qui était fait au niveau de l'amont et l'aval sur les éléments environnementaux, gestion de l'eau, qualité, transparence des process et sécurité des process, on était bon. On était bon et qu'on avait souvent que besoin d'écrire les choses et de les partager pour pouvoir les valoriser et les valoriser pour les autres maillons de la filière et au global derrière. Et celui sur lequel on est en chemin, et je pense que ça va surprendre personne, c'est celui qu'on a identifié dans la partie économique sur le fait que, je vais vous citer cet indicateur parce que je le connais très bien, c'est le fait qu'on ait plus de la moitié des éleveurs laitiers français aujourd'hui qui soient au revenu médian, et on n'y est pas. Et on n'y est pas, ça veut dire qu'on n'a pas abouti et que notre chemin n'est pas terminé. Et que je suis sûre que la démarche RS, c'est qu'une fois qu'on aura atteint cet objectif, on aura besoin d'en écrire d'autres. Parce que ce qui fait l'émulation, c'est le fait qu'on soit en chemin et qu'on ne soit jamais arrivé. Très bien, eh ben, merci pour cette honnêteté. Pareil, on essaiera de revenir sur l'un ou l'autre des points de France Terre de lait. On va maintenant passer à la viande avec donc Christelle Duchel, hein, qui est responsable du pôle et de la commission enjeux sociétaux d'Interbev. Et comme pour ces deux partenaires de table ronde, nous allons voir une petite vidéo d'Interbev et sur sa démarche RSE. Nous, professionnels de la filière élevage et viande, sommes engagés dans une démarche collective de responsabilité sociétale. Notre objectif ? Apporter une réponse globale aux attentes de la société en matière de bonnes pratiques de production et de consommation. Comment ? En instaurant un dialogue constructif avec tous les acteurs de la filière. Labellisé engagé RSE confirmé par l'AFNOR et encadré par la norme ISO 26000, notre démarche de responsabilité sociétale est construite autour de 4 enjeux. Agir pour préserver l'environnement. En déployant le diagnostic environnemental Cap2R afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans nos élevages bovins, ovins, caprins et bientôt de veaux. En préservant et en valorisant 9,3 millions d'hectares de prairies permanentes pâturées par nos herbivores qui stockent plus de 84 tonnes de carbone par hectare. Agir pour le bien-être, la protection et la santé de nos animaux. En nous engageant à déployer des diagnostics dans tous nos élevages, centres de rassemblement et abattoirs d'ici 2025. Agir pour une juste rémunération des acteurs de notre filière et pour l'attractivité de nos métiers. En développant les contrats entre chaque maillon de la chaîne et en prenant en compte des indicateurs de coûts de production. Agir pour une alimentation de qualité, raisonnée et durable. En nous engageant à développer l'offre en viande label rouge et bio, dont les cahiers des charges apportent des garanties sociétales. En proposant un repère de portions raisonnables, simples et adaptées à l'âge et à la morphologie de chacun. Notre démarche de responsabilité sociétale, c'est le progrès, l'avenir, la concertation, la transparence et l'expertise de notre filière au service des Français. Une filière engagée, responsable et durable. Aimez la viande. Mangez-en mieux. Alors Christelle Duchesne, on le voit dans cette vidéo, en creux en tout cas, il y a des enjeux, forts pour la filière viande, hein, qui est dans un contexte où elle est conjoncture où elle est accusée de beaucoup de maux en matière d'environnement, en matière de nutrition, en matière d'éthique, etc., etc. Et donc j'imagine que c'est dans ce contexte-là, évidemment, qu'Interbev a déterminé sa démarche RSE. Aimez-la, mangez-en mieux. Mais on ne voit pas mangez-en moins quand même. Il ne faut pas pousser non plus. Mais enfin voilà, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer, hein, comment vous avez procédé pour établir cette démarche ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc effectivement, sur l'origine de la démarche, c'est pas tant finalement les questions économiques, même s'il y a beaucoup de difficultés dans la filière évidemment, et les consommations, mais c'est vraiment les interpellations sociétales, parfois assez violentes, depuis quand même pas mal d'années, et beaucoup au tournant des années 2010. Donc les professionnels avaient vraiment le sentiment d'être, déjà étaient sur la défensive constamment, avaient le sentiment d'être attaqués, un peu les boucs émissaires, et de subir tout ça. Donc c'est vraiment de là qu'est née cette volonté à un moment de se dire, finalement la société, elle nous interpelle, elle pose des questions, et c'est sans doute légitime. Donc il faut qu'on écoute tout ça, il faut qu'on s'ouvre et qu'on aille comprendre pourquoi il y a ces questionnements, pourquoi il y a ces interpellations. Et c'est
c'est vers 2013, donc ça fait quand même pas mal d'années déjà, que une petite partie des professionnels ont souhaité mettre en place les premières concertations. Et c'est vraiment ça qui a été à l'origine de toute la démarche ensuite. Donc les concertations, elles ont commencé avec les ONG environnement, parce que c'était le sujet, on va dire, le plus important, enfin ça l'est toujours. Et ces concertations, vraiment, ont été super positives. C'était pas forcément évident au départ, on pouvait y aller de façon un peu frileuse, parce que au niveau de l'élevage herbivore, donc nous on représente, je ne l'ai pas rappelé, les viandes d'herbivores, donc pas ce qu'on appelle les monogastriques. Donc, et on a 5 filières, donc avec des espèces différentes, avec des problématiques et des modes d'élevage aussi différents. Mais en tout cas, leur caractéristique, c'est quand même d'avoir une part importante de l'herbe, des prairies, etc. Et ça, pour les ONG environnement, c'était important. Donc finalement, il y a eu plein de points de dissensus. On est challengé par les ONG environnement, on l'était, on l'est encore. Ça nous a permis de progresser, mais ça a permis aussi de montrer tout ce qui était positif, tout ce qu'on faisait déjà de bien, comme l'a rappelé la collègue de la FNPL. Et voilà, donc ça a été riche. Et après, ça a amené à des concertations avec les ONG BEA. C'est différent, c'est un peu plus tendu, mais ça existe et c'est BEA, bien-être animal, pour ceux qui... Pardon, oui, excusez-moi. Et même plus récemment, on a mis en place des concertations avec les associations de consommateurs. C'est complètement différent. Là, on est plus sur des sujets beaucoup plus généraux. Et voilà, donc c'est vraiment ce dialogue avec... alors, on travaille aussi avec les autres parties prenantes, scientifiques, institutions, etc. Mais c'est ce dialogue avec les ONG qui a ouvert vraiment, qui a déclenché cette démarche RSE. Et on l'a mise en place en 2017. Donc, on était un peu précurseur. On a été la première interprofession en France, en tout cas, à solliciter l'AFNOR. Donc là, on a vu que c'est pas original, puisque tout le monde, après, a travaillé avec l'AFNOR. Et c'est vraiment important. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup aidé d'utiliser l'ISO 26000 comme cadre, parce que justement au début, ça peut, la RSE c'est quand même flou, ça donnait vraiment un cadre précis, ça montrait qu'on était sur quelque chose de solide, de rigoureux, etc. Et surtout, ça nous a permis d'aller assez vite parce que au bout de 18 mois, on a déjà une évaluation. Donc justement, ça permet de mettre tout le monde un peu en ordre de marche pour pouvoir avancer. Et ça nous a été vraiment bénéfique. Donc, en tout cas, l'origine de la démarche, c'est vraiment ce changement de posture. On se dit, on est passé d'une posture défensive à une posture plutôt positive, ouverte, malgré toutes les difficultés qu'on a et qui continuent à être. Et par rapport à ça, c'est ce qui a donné lieu, et alors j'arrive sur l'originalité puisque je sais que vous allez me poser la question. J'allais le faire. Et effectivement, on n'est pas original dans le sens où on voit plein de similitudes, et c'est vrai que c'était frappant, même, alors on savait les similitudes avec le SNIA, avec la filière laitière, mais on voit bien que même au niveau du NILED et des filières végétales, il y a énormément de similitudes. Mais je dirais que l'originalité, c'est que ce changement de posture a donné lieu aussi à un changement de façon de parler de la viande. Et ça a fait une cohérence entre la démarche RSE, qui est le fond, les pratiques de la filière, et la communication collective. Déjà, on est passé à une communication collective, c'était déjà un changement en soi, parce qu'avant, on communiquait sur la viande de bœuf, de veau, d'agneau. Là, on a communiqué sur la viande en général, donc déjà, ça changeait. Et en plus, avec une posture de juste consommation. Et ça, je pense que c'est quand même assez original pour le coup, parce qu'on n'est pas dans le toujours plus, on est dans vraiment la qualité, et la qualité au sens du produit, de ses qualités intrinsèques, nutritionnelles, organoleptiques, mais la qualité de la production qui va avec, quoi. Alors, justement, sur les trois grands sujets que vous avez évoqués, c'est-à-dire l'environnement, enfin le gaz à effet de serre, etc., le bien-être, l'éthique et puis la nutrition. Est-ce que, justement, depuis 2017, est-ce que ça vous a permis de faire des progrès concrets et d'en convaincre justement les ONG dont vous parliez, les ONG et plus généralement la société? Oui, alors convaincre les ONG, je pense que les concertations, c'est pas l'objectif, c'est pas de convaincre les ONG. Ça, je pense que c'est même pas non plus de signer un pacte de non-agression, pas du tout. C'est vraiment d'être en dialogue. Donc, elles nous challenge et nous, à la fois, on s'améliore et puis on montre aussi la réalité et tout ce qui va bien. Donc, sur l'environnement, effectivement, c'est ce que vous disiez, on est dans un élevage herbivore avec beaucoup d'herbes, etc. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui cochent les bonnes cases, en fait, sur l'environnement.
malgré tout, il y a le climat, il y a les émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc, on y travaille. Mais on n'est pas dans un but de convaincre, on est dans un but de s'améliorer en continu et d'apporter des garanties. Des garanties aux consommateurs et des garanties aussi aux ONG d'ailleurs et au pouvoir public. Et la démarche RSE, et notamment avec toute cette évaluation ISO 26000, parce que du coup, nous, on a déjà eu nos 2 évaluations, donc une en 2018, et on est engagé RSE confirmé, comme mes collègues, et une en 2021, une deuxième cette année. Donc, à chaque fois, ça challenge, hein, on peut rebaisser de notes. Donc, bon, on n'était pas sûr de maintenir ce niveau d'engagé RSE confirmé. Non seulement on l'a maintenu et on a progressé. Donc tout ça, ça crédibilise aussi la prise de parole de la filière vis-à-vis des ONG, mais aussi des politiques, des pouvoirs publics, des sociétés savantes, des chercheurs, etc. Donc après, nous, on avance sur chaque axe, je dirais. On a eu des belles réussites, par exemple. C'est vraiment une action spécifique qui est intéressante, c'est qu'on a réussi à créer une grille d'évaluation de la protection animale à l'abattoir. Une grille collective. Donc ça paraît peut-être un peu anodin, mais à un moment, les abatteurs, ils étaient soumis à des demandes des ONG, des demandes de leurs clients, la distribution, avec des audits différents, très disparates, parfois pas cohérents, etc. Et à un moment, on s'est dit, on va mettre tout le monde autour de la table, donc déjà tous les opérateurs de la filière en abattoir, se sont ajoutés la distribution. Au départ, elle regardait ça d'un œil un peu lointain, mais qui est dans notre filière. Hein. Nous, on a 22 familles professionnelles, donc de l'élevage jusqu'à la distribution. Donc, et on a co-construit cette grille. Donc, on est passé finalement d'audit, de grille, de système d'audit multiples à un outil collectif qui maintenant est utilisé par toute la distribution quasiment, et qui permet de donner un socle. Et en plus, on l'a fait en concertation avec des ONG, avec des vétérinaires, etc. Donc c'est un outil qui est reconnu. Donc ça, c'est un exemple, je trouve, qui montre bien l'intérêt justement du collectif au service de stratégies d'entreprise. Enfin, je vais plus loin, les ONG ont, si j'ose dire, validé votre grille ? Oui, on peut dire ça comme ça. Allez, allons-y. Bon, Valider, oui. En tout cas, elles la reconnaissent. Oui, ou en tout cas, elles ne disent pas le contraire. Voilà. Non. Bon. Dernière question. Vos camarades ont accepté d'évoquer un point de progrès, donc je suis obligé de vous poser la question. Quel est le domaine peut-être dans lequel vous avez le plus d'efforts à accomplir ? Après, je dirais sur tous les domaines, de toute façon, c'est une démarche de progrès continu, hein, comme on l'a dit, donc on a encore des progrès à faire partout. Après, nous, c'est plutôt un aspect macro, c'est que on a mis en place énormément d'indicateurs, je pense un peu trop d'ailleurs. Et maintenant, la difficulté, c'est vraiment d'arriver à faire remonter toutes les données pour pouvoir suivre ces indicateurs et pour pouvoir vraiment évaluer l'impact de nos actions. Donc ça rejoint aussi un conseil à donner, c'est de bien identifier les indicateurs, être sûr de pouvoir réussir à avoir des données assez facilement et régulièrement, parce que, par exemple, je donne un exemple, hein, sur la restauration collective, sur la restauration hors domicile commerciale et collective, on s'est dit il faut qu'on arrive à 80% de viande d'origine France en bœuf. Alors qu'aujourd'hui, quand on a commencé, on était à 48%. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas à combien on est. On n'a pas. Donc, il faudra qu'on refasse une enquête, mais ce n'est pas des indicateurs faciles à suivre. Donc, voilà. Donc, nous, il y a plein de progrès à faire, mais celui sur les indicateurs est important. Et puis après, c'est vraiment le déploiement pour aller au cœur des entreprises, aller vraiment sur le terrain, que tout le monde s'empare de tous les outils, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Très bien, merci Christelle Duchesne. Justement, je vais appeler nos représentants de l'UNILET pour une réaction un peu générale sur ces 3 interventions qui comme chacun l'a insisté, ont des points communs justement. Qui veut réagir le premier qui prend le micro pour Jean-Claude. Il est désinfecté. Non, trop tard, c'est Olivier Morel. Désinfecté. Olivier Morel alors, président. D'abord, je voulais vous remercier pour votre disponibilité et vous remercier pour la transparence. Vous avez tous mentionné cet aspect transparence et vous avez tous, quelque part, véhiculé la transparence, que quand on a évoqué les points d'amélioration, vous n'avez pas essayé de vous cacher en disant, voilà, non, on fait tout bien, on est les premiers de la classe. Donc ça, vous êtes cohérent avec votre démarche, c'est ce que je voulais vous dire. Une deuxième question, puisqu'on a eu la question ce matin lors de la conférence de presse, on l'a bien dit et vous le vivez tous, le but d'une filière, c'est la création, répartition de la valeur ajoutée. Et un journaliste, alors nous de notre côté, forcément, vous avez vu, on est aux prémices de notre
politique RSE, donc on n'est pas prêt. Mais une question s'est posée, est-ce que vous avez envisagé, dans le cadre d'une filière longue, d'intégrer la distribution dans votre filière? Alors, est-ce que c'est quelque chose, alors je crois qu'au niveau du CNIEL, vous l'avez dit, vous le faites, mais est-ce que, voilà, est-ce que vous le faites, vous l'avez fait, et deux, est-ce que, quelles ont été les avancées concrètes d'intégrer la distribution dans votre filière? Alors, puisque Olivier Morel fait mon boulot, continuez. C'est-à-dire, non, mais qui veut répondre hein, à cette question sur la distribution? Ah bah, Marie-Thérèse Bonneau, allez-y. Commencer à répondre sur cette question parce qu'effectivement, la distribution est entrée dans notre interprofession, je dirais, en partie parce qu'on a fait ce travail de RS. Vous voyez, je pense que ça a été, c'était demandé par certains acteurs et c'était redouté par d'autres. Et en fait, ça a été mis en place, je dirais, à l'issue de notre premier engagement dans la démarche parce que, comme ça a été dit par plusieurs, on a bien identifié qu'on avait tellement de choses à faire valoir collectivement qu'une fois qu'on les a écrites et organisées pour qu'elles puissent être diffusables et diffusées, eh ben, c'était beaucoup moins, enfin, c'était plus naturel, entre parenthèses, d'avoir l'ensemble des maillons de la chaîne. Et par rapport à la question qui vous a été posée ce matin en conférence de presse, c'est vrai que nous, le premier axe de cet engagement nous a permis d'engager une meilleure répartition et une meilleure création de valeur sur l'acte 1, j'ai envie de dire. J'allais vous poser la question justement complémentaire. Le fait d'avoir intégré la distribution dans l'interprofession, est-ce que ça a facilité par ailleurs les relations commerciales, tout simplement? Enfin, Alors, même si normalement c'est interdit, enfin, c'est oui, pas prévu. C'est pas dans cet angle-là. En fait, ça, c'est une conséquence. C'est le fait que comme on caractérise mieux ce que l'on est et qu'on arrive à valoriser avec un langage interprofessionnel qui on est et ce qu'on peut proposer, contrairement à ce qu'on fait de façon intuitive un petit peu autrement en disant bah oui mais c'est quand même notre maillon qui fait les plus gros efforts, c'est quand même là qu'il faut appuyer quand on va à la distribution, on a cette, cette petite intuition, alors que là comme on l'a caractérisé collectivement, eh ben, on va le porter ensemble et on parle, je dirais, un peu la même langue et on est outillé pour le faire. Et je pense que ça, c'est aussi pour ça qu'il faut être accompagné par quelqu'un. Et puis, quelque chose qu'a évoqué Christelle, que je voulais rajouter, parce que je pense que c'est très important. On est allé à la concertation parce qu'on était outillé. Ça nous a, entre parenthèses, rassurés. C'est-à-dire qu'on est allé avec tous les membres, enfin chaque baillon de la filière, à la concertation avec les ONG, avec les consommateurs et avec les ONG de bien-être animal, parce qu'on avait un langage commun. Alors, bien sûr, chacun garde sa liberté d'expression, c'est pas, mais ça nous a rassurés collectivement. Vous voulez intervenir, Stéphane? Et puis après, Christelle. Oui, je voulais juste répondre à votre question, mais sous un angle différent, en reprenant ce que Marie-Thérèse a abordé tout à l'heure, que je vais reprendre sous un mot qui est le transfert au sein d'une filière. On parle de création de valeur, etc. Trop souvent au sein d'une filière, et en tout cas nous on le vit comme en tant que secteur intermédiaire, alors nous ne sommes pas une interprofession, mais on a une longue tradition de discussion avec l'ensemble des parties prenantes et bien au-delà de nos clients premiers que sont les éleveurs. Donc on dialogue très régulièrement avec la grande distribution, la RHF, etc. Mais trop souvent, et c'est presque un mal français, on a des exigences qui viennent soit de l'amont, soit de l'aval, un peu plus de ceci, un peu plus de cela, du sans machin, du avec du bidule, etc. Et ça, en alimentation animale, je peux vous assurer, j'ai chaque semaine un ou deux cahiers des charges qui arrivent sur mon bureau. Et on souffrait énormément de ne pas se connaître, de ne pas se parler, et du transfert de l'information sur ce qui était déjà en place, ce qui pouvait être fait et ce qui était valorisable jusqu'au consommateur final. Et une démarche RSE a cet avantage de structurer le dialogue avec les parties prenantes et au-delà de nos sphères de confort. Et une démarche RSE permet aussi de faire la synthèse et de pondérer
c'est dans la démarche, c'est dans la méthode, de pondérer les avis des uns et des autres. Je vais prendre un exemple très concret. Vous allez voir telle ONG, elle va vous dire, moi, ma priorité, c'est une garantie zéro déforestation. Zéro déforestation, la garantie, nous, on l'a chiffrée, ça s'est fait dans Duralim, on sait, voilà, ça va avoir un surcoût de. Vous allez voir une autre partie prenante, je ne vais pas la citer, mais c'est une association de consommateurs qui a dit, moi, ce n'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est le pouvoir d'achat. Donc moi, mon sujet, c'est d'apporter une garantie de prix aux consommateurs. Je prends un exemple radical, mais c'est une réalité. Une démarche RSE permet de mettre autour d'une table, ou dans le cadre de concertation, même en B2B, des avis différents et de communiquer sur des bases plus sereines, partagées et sur un langage commun. Et de là, on peut construire des choses sous un modèle qui sont un petit peu différents, enfin, sous un modèle un peu différent de ce qu'on connaissait par le passé, qui était souvent la contrainte, la réaction, etc. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir sur cette nouvelle méthodologie qui nous est apportée grâce à la RSE, qui permet le dialogue. Ça n'empêche rien, le rapport commercial, le rapport de force, etc. Mais ça nous permet de dialoguer sur des bases qui sont un peu plus sereines. Merci Christelle Duchesne. Aussi une réaction sur la place de la distribution. Et puis, alors oui, juste le temps que le micro soit désinfecté. Et la distribution est depuis quand dans Interbref? Plus longtemps, non? Oui, en tout cas, c'est historique. Je crois que c'est historique. Oui, oui. Je ne sais pas si c'est historique, mais en tout cas, ça fait très très longtemps et c'était bien avant effectivement la démarche RSE. Donc on avait déjà. Et ça vient du fait qu'ils ont déjà leur outil de transformation, qu'ils ont des débouchés. Alors en plus, il y a etc., plusieurs parce qu'il y a la grande distribution, il y a la boucherie artisanale, Voilà, donc et puis on a la restauration collective. Mais tout ça, ça n'a pas changé. C'était déjà le cas avant la démarche RSE. Il y a juste une famille en plus aujourd'hui au niveau de la distribution, donc on représente vraiment tous les acteurs de la grande distribution. En revanche, donc ça n'a pas changé ça puisqu'ils étaient déjà là, mais justement, enfin, ce que vous venez de dire, nous, chaque sujet, je ne suis pas rentrée dans l'organisation, mais on a cette commission enjeux sociétaux qui est l'organe de pilotage, puis après on a des groupes de travail sur chaque axe en fait, environnement, etc. Et au sein de chaque, on réunit l'ensemble des représentants des familles professionnelles. Donc sur chaque sujet, quand on parle d'environnement, quand on parle de nutrition, on a tous les représentants de la filière. Et ça, c'est vraiment, enfin, c'est ce que vous dites, ça donne vraiment, ça permet déjà à chacun d'échanger, parce que la grande distribution, bah, ils sont challengés vraiment en direct par le consommateur, c'est pas le cas des éleveurs. Donc ça permet vraiment déjà de partager tout ça, et voilà, de se faire effectivement cette vision commune, de prioriser, que chacun comprenne les problématiques de l'autre. Donc ça, c'est vraiment une force. Et puis après, ça n'empêche pas les problématiques économiques, etc. Nous, on est une filière où il n'y a quasiment pas de contractualisation. Bon, il y a la loi Egalim 2, etc. Mais on avait mis la question de la contractualisation dans la démarche RSE. C'est pas pour ça que ça fonctionne super bien. Mais par contre, la FNOR, dans notre deuxième évaluation, elle a bien pointé la problématique de la rémunération des acteurs, et notamment des éleveurs. Donc ça, c'est écrit par la FNOR dans le rapport global. Donc ça, c'est pareil, tout le monde l'entend, tous les maillons, y compris la distribution. Et ça nous challenge parce qu'en gros, la FNOR nous a quand même dit, si vous voulez continuer à évoluer, il va falloir quand même agir sur plein de choses, mais notamment là-dessus. Donc tout le monde entend ça. Après, chacun prend ses responsabilités. Mais quand on pense filière durabilité, on pense pérennité, souveraineté. Et du coup, il y a un sens que tout le monde soit autour de la table. Merci Christelle. Avant de vous passer la parole à vous, ainsi qu'aux internautes d'ailleurs qui peuvent poser leurs questions par le chat, je vais demander juste une brève réaction aux deux vice-présidents de l'UNILET. Qui veut commencer? Jean-Claude. Voilà, réaction spécifique à l'un ou l'autre des points qui a été évoqué ou général, oui. comme vous voulez. Donc moi, ma première réaction, c'est déjà de m'apercevoir qu'on n'est pas hors sujet. Donc ça, c'est quand même très rassurant de voir qu'on est exactement sur la même longueur d'onde, qu'on a fait une démarche dans le sens de ce que vous nous avez expliqué. C'est venu conforter déjà la démarche que nous venons d'engager. Donc ça, c'est déjà un point très important. Après, on comprend tous que la démarche RSE, ça nous aide énormément à communiquer sur nos métiers, à expliquer et à se faire comprendre. Donc ça, c'est un point essentiel. Aujourd'hui, on vit dans une société qui demande de l'information, qui demande comment nous travaillons, comment nous faisons pour leur proposer donc, les produits. Donc ça, c'est un point essentiel. Par contre, moi, j'aurais une question, c'est sur justement Alors, je partage ce qui a été dit sur le maillon manquant
qui est la grande distribution qui fait peur à tout le monde, mais qui est un élément important dans notre filière, puisque c'est le dernier maillon de distribution qui est en lien avec le consommateur. Et nous devons composer avec le maillon de la distribution. Enfin, de mon point de vue. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'on se pose tous la question, on demande, on ne leur demande pas, parce qu'on a une appréhension vis-à-vis de ce maillon. D'accord. Après, juste une dernière question, c'est sur la valorisation de toutes ces démarches. Parce que moi, je vais vous dire que les producteurs qui sont sur le territoire, à un moment donné, moi, je vais vous dire ce que j'entends, c'est que vous êtes sympa, les discours sont très bien, sont très beaux, on les entend, mais derrière, qu'est-ce que ça nous rapporte? Quel gain nous avons? Et en réalité, les producteurs finissent par avoir une certaine lassitude par rapport aux discours les discours qui sont faits et par rapport au peu de retours qu'il peut y avoir sur leur production. On y reviendra peut-être. Merci Jean-Claude. Cyril, juste aussi également peut-être une réaction à ce qui a été dit par l'une ou l'autre de ces filières. Est-ce que vous en retenez? Alors, moi, je remercie effectivement les interventions qui sont extrêmement inspirantes. Et c'est pas une politesse de le dire. Il y a vraiment beaucoup de travail qui va beaucoup nous aider, à mon avis. Je retiens que finalement, on a aussi une opportunité. C'est que, alors, opportunité ou un inconvénient, à nous de le décider, mais c'est qu'un certain nombre de ces démarches ont été entamées plutôt dans des démarches plutôt de défense, voire réactives, effectivement, dans certains de vos secteurs. Aujourd'hui, nous, elle est plutôt... cette démarche, elle est liée à des attentes, elle est liée à une urgence économique et face aux enjeux de la filière, moins finalement qu'à des critiques ou à des remises en cause de certaines parties prenantes. En tout cas, pas dans les mêmes proportions, très probablement. Donc c'est ce qui nous différencie. Par contre, moi, ce que j'ai retenu et ce qui rejoint un petit peu peut-être le point de Jean-Claude, c'est qu'on en est au début. Et donc j'ai bien compris qu'on a souvent des quick wins, des pratiques actuelles qui, lorsqu'elles sont formalisées, communiquées et reconnues, constituent déjà un socle intéressant, mais c'est une démarche de progrès. Et on en est encore à cette phase où on peut avoir des freins, justement associés au coût des progrès à réaliser. Moi, j'entends beaucoup le mot valeur, et moi, je suis très intéressé de savoir comment on passe d'une logique ou d'une appréhension des coûts derrière ces engagements à une logique de recherche de valeur positive. Alors, je vais passer la parole à la salle, mais juste si quelqu'un veut répondre sur Marie-Thérèse. Alors oui, là, pour son... Oui. Il y a deux choses qui m'interpellent dans ce que vous venez de dire l'un et l'autre et qui me rappellent la position dans laquelle j'étais dans cette période de concertation. Moi, quand on a lancé le processus, je présidais le collège des producteurs. Et la question de dire oui, mais tout ça pour ça, et pourquoi faire pour nous et ça, c'est très légitime et très normal comme question. Et en fait, ce qui est important et intéressant dans cette démarche-là, c'est que comme on peut valoriser, et donc là, ça répond un petit peu à la question, c'est-à-dire qu'on peut extraire des choses pour les valoriser, sans lancer des choses nouvelles et sans rajouter des coûts. Sur la partie amont, il y a des choses qui sont faites de façon, je dirais, intuitive par les éleveurs, enfin en ce qui nous concerne, mais c'est la même chose pour l'ensemble des agriculteurs, et qui représentent une valeur, et d'autres qui sont demandées par les parties prenantes, qui représentent des coûts, et ce n'est pas forcément ce que pensent les éleveurs. Donc ça mérite de faire cet exercice pour pouvoir identifier, je vais vous prendre un exemple, le fait qu'un éleveur aujourd'hui ait un cahier sanitaire dans lequel il inscrit absolument toutes les opérations qu'il fait sur ses animaux, le fait qu'il ait un suivi de l'ensemble des choses a été, dans le cadre de la concertation, vécu comme quelque chose qui n'était pas du tout connu par les ONG bien-être animal et qu'ils ont vraiment, enfin je dirais pas qu'ils sont tombés de la chaise, mais ils ont quand même été interrogés par le fait que c'était fait par tout le monde en disant il y a 5% des agriculteurs qui font ça, c'est pas non c'est 100%. Et après il y a des éléments autour de choses qui représentent des coûts, c'est-à-dire il faut que vous passiez à l'alimentation 100% sans OGM par exemple, c'est d'identifier qu'il y a une valeur.
C'est-à-dire que s'il n'y a pas une demande du consommateur à identifier la valeur qui va en face, eh bien, là, on rentre complètement dans la transparence. Donc ça, c'est un élément très important qui est repris là-dessus. Et puis, sur le fait de rentrer en concertation, on se rend compte aussi que quand on fait un peu d'introspection pour voir ce qui nous représente, eh ben, on a plus d'éléments pour pouvoir aller dire ça, si vous le voulez, on ne peut pas vous le donner tout de suite. Si vous le voulez dans le temps, ça peut peut-être s'organiser, mais ça méritera d'évaluer ce que ça représente pour l'ensemble de la filière. Et ça permet de nous dire ça, c'est pas possible, parce que ça, c'est la question que personne n'a envie d'entendre. C'est possible si, ou on peut le faire à tel moment, on peut y aller à telle date. Et je pense que ça nous apprend collectivement à rester dans la démarche de progrès. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des interventions dans la salle? J'en vois une ici, merci. Oui, Éric Legrand, président de l'OPL Vert. Donc, moi, j'avais une petite question, c'est que dans nos entreprises, la production de légumes est une partie de l'entreprise et n'est pas la totalité de l'entreprise. Dans le lait, la viande, ce sont à chaque fois des ateliers particuliers. Je ne dis pas distincts de l'exploitation, mais un peu particuliers. Mais quand même, vous avez des polyculteurs éleveurs. Et est-ce que ça a eu des conséquences sur l'ensemble de leur production, cette position du RSE? Et puis ça, c'était une première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que cette démarche RSE a eu un impact sur leur vie de tous les jours? C'est un peu... Mais est-ce que... Parce que nous, ça nous fait peur. Moi, je travaille avec de grosses entreprises qui, elles, leur RSE, ils l'ont déjà intégré dans leur entreprise. Nous, quand on a l'OP, on m'a posé des questions sur qu'est-ce que vous faites en RSE dans l'OP. Au début, moi, mon directeur, il m'a dit, mais qu'est-ce que je dois répondre? Et en réalité, on fait plein de choses. Et c'est ce qui a été dit, c'est qu'en fin de compte, on ne sait pas les écrire et on ne sait pas les mettre en valeur. Mais par contre, ma première question, c'est important, c'est la place du RSE dans l'entreprise même de l'amont du producteur. Alors, qui veut répondre sur... Allez, Christelle, sur voilà, les deux questions. Qu'est-ce que ça change au quotidien? Et puis sur les autres activités éventuellement de l'exploitation. Alors, des réponses courtes, s'il vous plaît, pour qu'on puisse prendre beaucoup de questions. Merci. Après, bon, moi, je ne suis pas éleveur, donc je pense que vous répondrez sûrement mieux. Mais en tout cas... nous, effectivement, on a des polyculteurs éleveurs. Donc, la démarche RSE, et c'est aussi justement ce qu'on fait valoir, c'est que on voit bien que l'intérêt, tout ça est complètement, on parle d'économie circulaire, etc. aujourd'hui, donc c'est complètement intégré. Donc, eux, à la limite, ils voient l'intérêt immédiatement, mais c'est déjà des pratiques quelque part qu'ils avaient. Donc, c'est vrai que ça rejoint ce que vous disiez. Finalement, eux, ça ne change pas beaucoup leurs pratiques. Ça permet au contraire de valoriser leurs pratiques, et ils le voient comme ça. Donc, et eux, je pense que, en tout cas, les éleveurs comme ça, ils le vivent déjà au quotidien. Après, c'est peut-être différent à d'autres niveaux de la chaîne. Et juste nous, justement, ce qui nous questionne aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on voit aussi, par exemple, en milieu de filière, quand on est sur la mise en marché des animaux, etc., ils vont penser bien-être animal, mais il faut qu'ils pensent aussi environnement, etc. Donc là, je dirais qu'ils vivent peut-être pas tous encore de la même manière. Alors, pour répondre, les éleveurs, ils y retrouvent deux choses, c'est-à-dire que quand, par exemple, dans les engagements qu'on a pris sur la partie environnement, on a identifié l'intérêt de mettre en place un diagnostic qu'on a cité tout à l'heure dans le film au niveau de la viande CAP2ER, qui est en fait un diagnostic qui permet d'évaluer post-post où est-ce qu'on est efficient en termes économiques et environnementaux, c'est-à-dire où est-ce que se fait le match. Et donc ça parfois fait évoluer l'assolement de la partie polyculture sur le fait d'avoir une plus grande résistance, un achat extérieur moindre. Parfois oui, parfois non. Chacun prend ses décisions. Mais ça permet de le conscientiser, entre parenthèses, et pas forcément le faire comme un schéma habituel. Donc ça donne le sentiment de reprendre la main. Et puis un élément qui est important aussi, c'est, je reprends, et je pense que c'est la même chose dans la filière bovine, c'est le fait de faire le diagnostic sur le bien-être animal. Ça rend la fierté à l'éleveur. C'est-à-dire que tous les éleveurs cochent les cases, quoi, parce qu'ils le font. Parce qu'ils le font et ils prennent soin de leurs animaux. Et donc il y a un document qui atteste qu'ils le font.
Et si vous voulez, c'est le miroir, en fait. Et ça rend de la fierté. Alors, vous allez me dire, la fierté, ça nourrit pas son homme. Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et il y a des éléments sur lesquels on doit continuer à progresser. Mais ça permet de mettre les gens en démarche. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un schéma où les gens sont aussi fermés par rapport à la situation. C'est-à-dire que et le fait de reprendre, je dirais, l'initiative en disant ça se fait chez moi. Et puis il y a des choses qui ne sont pas si anodines que ça, c'est qu'elles donnent des clés pour, je dirais, les dîners en ville ou à la campagne. C'est de toute façon, toi, tu n'es qu'un pollueur, tu ne sais pas ce que c'est de travailler proprement et de dire, mais je suis désolée. Moi, j'ai chez moi des diagnostics qui permettent d'évaluer que je travaille bien, que j'ai tant de kilomètres de haies d'entretenu sur mon territoire, que je nourris tant de personnes. Et toi, tu fais quoi pour la planète? Donc, je pense que, si vous voulez, ça permet de remettre les gens en situation, enfin, ça les remet dans le rail. Et voilà, donc... Stéphane, vous vouliez aussi réagir, et puis on va reprendre une question, intervention de la salle. Oui, je voudrais rebondir sur votre question parce que votre question, elle est passionnante, elle mériterait même une séance de travail dédiée pour savoir comment on articule des logiques de filière avec des logiques transversales d'entreprise. C'est un dossier en soi. Parce qu'effectivement, là, on a deux très beaux exemples. Moi, j'en ai un autre sur lequel on travaille sur la filière céréalière, où effectivement, c'est des approches de filière. Vous avez compris, l'approche qu'a souhaité le SNIA, c'est pouvoir s'inscrire dans ces différentes démarches. Parce qu'une entreprise de nutrition animale qui livre aussi bien la filière porcine, la filière volaille, la filière ruminant, et à l'intérieur de la filière ruminant, toutes ses composantes, on ne peut pas se permettre d'avoir une démarche RSE pour la volaille, une démarche RSE pour le porc, etc. Donc, je crois beaucoup à la logique des briques. Et c'est comme ça que nous avons construit notre démarche au niveau du SNIA. Et la façon dont nous entendons la déployer au niveau des entreprises pour leur apporter des briques et des outils qu'ils vont utiliser, valoriser, intégrer dans leur propre démarche d'entreprise. Parce qu'une démarche RSE est avant tout une démarche d'entreprise. Ce n'est pas une démarche intégratrice selon un référentiel qui viendrait de Paris, etc. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc la logique des briques, la logique est très intéressante. La logique des filières a tout son sens parce qu'elle peut être un guide, et elle est un guide pour une filière, et elle peut s'alimenter de toutes les briques proposées par les composantes de la dite filière. Et pour une entreprise, moi je vous donne un exemple qui concerne mes adhérents. Moi, dans mes adhérents, j'ai beaucoup d'entreprises qui ne font pas que de l'alimentation animale. J'ai des adhérents qui font de la semence, j'ai des adhérents qui font du légume, j'ai des adhérents qui font de la meunerie, etc. etc. Et ils vont prendre en tant qu'entreprise les briques que leur proposent les filières dans lesquelles ils sont impliqués pour pouvoir nourrir, et c'est l'objectif, leur propre démarche RSE d'entreprise. Merci. Une autre question, intervention dans la salle? Alors, je vais rebondir juste en attendant que ça vienne. Ah, il y a une question là-bas, monsieur, allez-y. Oui, Bruno Demory, président de l'Union des coopératives Exprendis. Une question sur le risque. On a parlé dans les filières animales qui sont devant nous de risques qui me paraissent, de mon point de vue, plutôt des risques économiques, soja OGM ou pas OGM. J'ai l'impression que dans les filières légumes, les engagements dans lesquels on pourrait se lancer amènent des risques qui sont des risques de non-production, de non-saturation des outils industriels. Et du coup, comment la filière prend en charge ce risque? Et du coup, quelle est la discussion qu'on peut avoir avec la grande distribution, comme on l'a dit tout à l'heure, jusqu'au consommateur? Est-ce que le consommateur est prêt à prendre en charge ce risque, et comment est-ce que la filière se répartit ce risque-là sur tous les maillons? Je vais répondre avec un exemple très concret que Marie-Thérèse a cité tout à l'heure, c'est le non-OGM. Non-OGM, quand les filières françaises sont parties sur le non-OGM et les fabricants d'aliments ont accompagné, on était parti sur des primes à l'origine de 4 € la tonne. Il y a, alors on est au mois d'octobre, donc il y a un an, cette prime, elle naviguait entre 85 et 90 € la tonne. Je parle de la prime complémentaire au prix de marché.
Lorsque nous avons fait nos derniers indices, nos derniers indicateurs, les fabricants étaient déjà en train de choper des cheveux blancs, mais surtout essayer de courir après les camions pour avoir de la matière, parce qu'il n'y en avait plus. Avec des niveaux de primes qui naviguaient entre 270 et 290 € la tonne, en plus du prix de marché. À une période où le prix du soja a explosé en décembre 2021, le prix du blé actuellement est à 300 €, alors qu'on avait l'habitude depuis quelques années d'être autour de 240. Eh ben, on n'évitera pas le risque avec une démarche RSE, parce que ça, ce sont des constantes de marché. Par contre, ce qu'a dit Marie-Thérèse tout à l'heure est tout à fait juste. Ça permet de tisser du lien, d'expliquer des circonstances et d'avancer. Parce qu'à la fin, il y a un choix. Il y a le choix de l'industriel, le choix du consommateur, le choix de la filière. Mais au travers d'une démarche RSE, on met en place des liens, on met en place des mécanismes et des indicateurs qui ne sont pas toujours atteints. Je vais prendre un autre exemple. L'alimentation animale industrielle aujourd'hui, c'est 80% de matières premières origine France. Dans notre objectif, depuis tout le temps, c'est d'améliorer ce score. 80%, c'est déjà pas mal. Mais aujourd'hui, ce score est en train de se dégrader. Parce que c'est exactement le même constat que vous avez fait tout à l'heure dans votre introduction, c'est qu'aujourd'hui, la capacité de l'agriculture française à produire pour nourrir les animaux de l'agriculture française. Aujourd'hui, c'est ça le sujet. Et au travers d'une démarche RSE et de la mise en avant d'indicateurs partagés, on sait expliquer pourquoi ce 80% l'année passée a été dégradé, parce que nos récoltes en France ont été dégradées par rapport à nos besoins en nutriments pour la nutrition animale. Ça n'efface pas les réalités du marché, ça reste le marché. Par contre, ça permet de construire un débat constructif et quelquefois, en tout cas j'en ai l'espoir, dans des cahiers des charges qui souvent sont très fermés et mettent des filières entières dans le mur parce qu'elles sont basées sur des contraintes très fermées, non évolutives. Je prends le sans OGM en exemple. Aujourd'hui, l'équilibre économique d'une filière sans OGM n'est pas du tout le même qu'il y a 18 mois. Quand vous voyez le niveau de prime, vous faites vos calculettes, c'est très simple. Et donc ça permet de dialoguer. Après, les entreprises, elles font leur choix. C'est leur choix. Mais au moins, elles sont éclairées et ça permet un dialogue pour éviter quelquefois des débats un peu stériles où tout le monde se renvoie la faute. Merci. Une autre question? Alors, moi, j'en avais une petite avant que celle de la salle vienne. Concernant le choix des indicateurs, je ne sais pas qui voudra répondre, mais je suppose que c'est un peu le nerf de la guerre. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, pas vous évidemment, mais un jour qu'une filière, par exemple, oublie un indicateur qui ne l'arrange pas, si vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça ne peut pas arriver? Alors l'AFNOR justement est-elle là pour regarder, y compris le choix des indicateurs? Ouais, je ne suis pas sûre que c'est ça le grand risque. Parce qu'en fait, il y a toujours un opérateur dans la filière qui pense à l'indicateur qui n'arrange pas l'autre. Donc ça, pour moi, je ne pense pas du tout que c'est ça le risque. Ce qui est le plus, je dirais, complexe, c'est la négo sur l'indice de départ et l'objectif. D'accord. Mais c'est juste une négo normale. Enfin, je veux dire, c'est où est-ce qu'on part de quel niveau et on a envie d'aller collectivement où. Une fois qu'on a décidé ça, après, c'est juste que des additions. Merci. Alors à vous. On a le temps d'une ou deux dernières questions, n'hésitez pas à intervenir. Oui, allez-y. La réponse sur les conséquences des normes RSE, enfin du RSE sur le produit, vous citez le cas où vous avez pu impacter sur le prix. Malheureusement, on a des évolutions de marché qui ne le permettent pas toujours. Et donc, on doit être vigilant. Alors, c'est vrai que le RSE permet, par la transparence, par l'échange entre les différents membres des filières, et vous en plus, en ayant intégré la grande distribution dans vos filières, vous avez peut-être une transparence plus importante, mais qui nous fait peur, nous, parce qu'on a l'impression qu'on va être trop transparent et qu'ils vont s'immiscer dans ce qui nous est propre et qu'on veut garder notre indépendance. Mais la peur, la crainte, alors là on vit une euphorie aujourd'hui. Quand je dis ça, tout le monde rigole parce qu'on est dans une période d'inflation et que tout le monde est persuadé que ça va durer. Donc restons... non, mais on sait très bien qu'il y aura une fin. Et donc notre crainte, c'est que ce RSE n'oblige pas à pénaliser
notre compétitivité. Et je pense que notre crainte, et je pense que nos filières souffrent depuis un certain temps avec une pression de lois qui ne sont pas forcément liées à nous. Hein, et dans les RSE, c'est nous qui mettons des choses. Et faisons attention que je pense que l'objet quand même premier dans les RSE, la responsabilité sociale, et ça a été repris, c'est qu'il y a des gens qui n'ont qu'un objectif, c'est pouvoir se nourrir. Et il faut qu'on arrive aussi à penser à la compétitivité de nos entreprises. Donc aujourd'hui, c'est l'euphorie parce qu'on a une inflation, mais je ne suis pas sûr que ça dure longtemps. Alors, Marie-Thérèse, vous voulez réagir? Est-ce qu'il y a le troisième micro? Merci. Je veux bien réagir à ce que vous évoquez. Je pense qu'en fait, il ne faut pas, enfin ça a été dit un petit peu aussi, il ne faut pas vouloir faire peser à l'ARS le fait de tout régler dans l'interpro. C'est une clé de lecture, hein, c'est juste ça. Et qu'on peut échouer en termes de négociation économique entre nous en continuant à faire de l'ARS. On peut réussir certaines choses, pas réussir tout. Donc ça, pour moi, c'est pas lié. Ça aide, effectivement, je suis tout à fait d'accord, ça aide parfois à dépassionner les relations parce qu'on a un filtre qui permet de lire la manière dont les choses sont faites. Et puis, vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'on a la distribution. Nous, on a intégré le commerce et la distribution. C'est-à-dire qu'on a aussi les fromagers. Et les attentes des fromagers ne sont pas forcément celles des distributeurs. Et que le couple des deux fait de toute façon une attente qui n'est pas forcément la même, et que ça donne aussi le fait qu'à l'intérieur du même collège, les attentes ne sont pas toutes les mêmes, chez eux comme chez nous. Stéphane Radet, vous vouliez également ajouter quelque chose? Je vais répondre avec deux petites phrases. D'une part, la RSE, pour nous, est aussi un véhicule pour remettre le mot compétitivité en avant. Trop souvent, compétitivité, c'est un gros mot en France. Et pour notre secteur d'activité, qui a toujours été presque le secteur qui a parlé de compétitivité parce que c'est un secteur intermédiaire. Et si vous savez, la position des secteurs intermédiaires aujourd'hui par rapport à l'inflation, ce n'est pas l'euphorie du tout. C'est plutôt une pression assez difficilement tenable. Et pour nous, la RSE est aussi un moyen de parler de compétitivité. Le secteur volaille que je suis de très près, aujourd'hui, il est confronté à 46% des poulets consommés en France sont importés. Ça permet de les mettre en avant et de dire il y a un enjeu compétitivité si on veut alimenter toutes les assiettes de tous les repas. C'est notre objectif. Le deuxième point, la RSE n'est pas uniquement, et moi j'insiste beaucoup là-dessus, la RSE d'entreprise et la RSE de filière au service des entreprises n'est pas uniquement basée pour régler, traiter, encadrer des relations commerciales ou des référentiels. Quand nous avons fait la pesée issue de l'audition de toutes nos parties prenantes, aussi bien en interne au niveau de nos adhérents, mais au niveau externe également, la note la plus élevée sur les points d'attention, ça a été sur le capital humain et sur les ressources humaines. Moi, ça a été ma surprise personnelle. Je me suis dit, on va revoir l'économie tout en haut, on va revoir l'économie, la compétitivité. Non. Les entreprises du syndicat que je représente ont mis tout en haut le facteur humain et les ressources humaines. Pour moi, ça a été une surprise. Pour elles, non. Mais c'est bien parce que du coup, ça a permis de recaler le syndicat sur les attentes des entreprises. Et aujourd'hui, on est en période de déploiement par rapport à la démarche qui vous a été présentée dans le petit film, et on est en train de la déployer au niveau des entreprises. Au départ, quand on l'a validé en assemblée générale, les adhérents nous ont dit oui, allez-y. Mais aujourd'hui, elles sont massivement présentes dans les réunions que nous organisons pour le déploiement de cette démarche vers les entreprises. Pourquoi? Attractivité. Attractivité des métiers, mais aussi attractivité de l'entreprise. Moi, j'insiste toujours sur la dimension entreprise. Attractivité. Attractivité dans le cadre des recrutements, mais également attractivité dans le cadre des financements. La RSE est un outil formidable. Attractivité par rapport aux assurances. Nous, on a un secteur d'activité, de temps en temps, on a des petites alertes sur les assurances, où les assureurs disent quel est le niveau de risque de ce secteur d'activité, puis on voit des contrats qui commencent à sauter. Et bien, la RSE, c'est un outil formidable pour l'entreprise,
pour raconter son histoire, son projet stratégique et s'adresser à l'ensemble de ses parties prenantes aussi. Donc je crois beaucoup à cette période de déploiement. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière intervention, question dans la salle? Non, on arrive d'ailleurs au terme. Donc je vais laisser en effet le micro au président Morel pour conclure cette matinée. Ça va être rapide puisque j'ai déjà, je crois, mangé mon quota à temps lors de l'introduction. Ah non, mais ça c'est hors quota. Là, c'est le président, il fait ce qu'il veut. Non, ce que je voulais en guise de conclusion, c'était rebondir sur certaines notions qui ont été mises en avant par nos participants, qui sont plus avancés que nous en termes de déploiement de politique RSE. Et comme le disait fort justement Jean-Claude, qui nous conforte aussi, parce que les raisons qui vous ont amené à vous engager dans une politique de RSE sont les mêmes qui sont les nôtres, effectivement. Donc, ce qui nous conforte quelque part, je pense, dans la direction dans laquelle nous voulons aller. Et alors j'ai noté, je crois que c'est Marie-Thérèse, vous parliez du facteur déclencheur pour réagir aussi par rapport à ce que disait Cyril, c'est que vous avez mentionné, c'est que et on le voit nous également, mais vous étiez des filières qui étaient parfois plus sur la défensive et ce qui n'est pas forcément le cas de la filière légumes transformés. On a plutôt un plébiscite des consommateurs sur nos produits, mais néanmoins j'essaie de réfléchir lors de vos interventions en disant quel a été le facteur déclencheur ou les facteurs déclencheurs. Et j'en ai vu 3. Le premier, c'était qu'on a pris la parole pour une première fois en janvier 2021, au plus fort de la crise Covid, parce qu'on avait fait le constat qu'on n'avait pas la reconnaissance à laquelle on pensait prétendre. On parlait beaucoup à ce moment-là de la première ligne, des transporteurs, de la distribution qui maintenaient l'économie en action. Mais personne ne parlait des producteurs, des usines qui continuaient à tourner pour alimenter la chaîne d'alimentation. Donc là, on s'est dit, ouais, il y a quand même quelque chose qu'on a fait mal, puisqu'il n'y a pas eu un reportage tourné dans nos usines ou dans nos exploitations. Donc ça, c'était le premier facteur déclencheur. Le deuxième, même si on n'est pas, comment dirais-je, on n'est pas sur la défensive d'un point de vue consommateur ou quoique il faut quand même faire attention. Il y a une équation économique qu'on vous a présentée, moins 26% sur les prix de vente consommateurs sur certains légumes. Là, il y a urgence, quoi. Donc, il y a une urgence pour moi économique de ce point de vue-là. Et la troisième urgence, ou le troisième facteur déclencheur, et pour aussi après rebondir sur le fait de dialoguer en transparence, de créer le dialogue avec les différentes parties prenantes, ce que vous avez fort bien mis en avant, c'est les impasses techniques dans lesquelles on est en train de s'engager, qui sont très proches, qui sont une source de préoccupation pour, on en parle entre nous, la capacité à maintenir la production avec un facteur, on commence à voir les effets concrets de ces impasses techniques avec un désintérêt de certains producteurs, en plus exacerbé dans le contexte actuel avec le cours des céréales, qui pourrait accélérer ce désengagement de certains producteurs de la filière légumière française. Donc ça, pour moi, c'est un des facteurs déclencheurs aussi qui nous force à nous engager dans une politique des RSE pour, là, dans ce cas-là, maintenir le dialogue ou engager le dialogue aussi avec les pouvoirs publics qui sont responsables de ces, ou qui en tout cas qui ont les leviers pour nous aider dans la transition agroécologique. Donc ça, pour le facteur déclencheur. J'ai aussi noté, je crois que vous avez dit Stéphane, que vous l'avez tous dit, la RSE, c'est comment dirais-je, une démarche d'amélioration. Moi, je suis très confiant. Je suis très confiant, démarche d'amélioration autour de la transversalité. Je me souviens, la première fois que je suis arrivé à l'Unilette, dans une réunion de l'Unilette, je me suis assis du côté de la table. Et là, on m'a dit, monsieur Morel, vous êtes assis du mauvais côté de la table. Ah oui, les industriels, c'est de l'autre côté, là, vous êtes du côté des producteurs. Donc, on me dit, on est dans une démarche d'amélioration. Aujourd'hui, les gens s'assoient des deux côtés de la table. Donc, quelque part, en termes de transversalité, je me dis qu'on est sur le bon chemin. Donc, mais ceci dit, blague mise à part, la politique de l'RSE forcément ne résoudra pas tous les problèmes, mais et je crois que c'est l'objectif, en tout cas, que l'ambition qu'on s'est fixée, c'est bien d'engager le dialogue en toute transparence avec les différentes parties prenantes, ONG, les pouvoirs publics et tout le monde. Et ça, je crois que, et vous l'avez fort bien illustré. Et si on avait des doutes, on peut toujours en avoir, je crois que vous nous avez conforté, en tout cas, dans la pertinence de la démarche aujourd'hui dans laquelle on engage la filière. Voilà. Merci beaucoup pour vos interventions.
Je voudrais également vous remercier pour votre présence, c'était très chaleureux. Je voudrais également remercier donc, nos participants, remercier les équipes de l'UNILET, du CNADI et de la FIAC pour l'organisation de cette journée. Remercier également les équipes d'Adocom pour leur contribution, c'est toujours un plaisir, on apprend à se connaître. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à nous retrouver autour peut-être d'un buffet organisé autour de nos produits, j'espère. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous, bonne journée.